Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors ça y est, nous y sommes, ce 9e épisode est la première partie du final de la saison 3 de Star Trek Picard, mais aussi de la série dans son ensemble. Alors si tout n'est pas totalement réussi dans cette saison 3, on peut dire qu'elle s'en sort plutôt bien, alors du coup on croise les doigts pour que ce final ne foute pas tout en l'air. Engage. The outcome of this entire conspiracy was intended for this moment. They're gonna blow us out of the water. We have to try. The fleet is trying to commandeer our systems. They're shutting us down. We're out of time. We need to get off the Titan before it's too late. Incoming! We'll cover you! I've never been so happy to see so many wrinkles. Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi un équipage d'élite, avec notre Romulien relou, Romain Bramy. Salut Romain. Salut tout le monde. Notre lieutenant qui a toujours des soucis de transmission subespace, mais cette fois-ci ça va aller, Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous. Alors je croise les doigts, je touche du bois, je fais une danse chamanique dans ma cuisine, mais a priori, voilà, mon Audacity fonctionne. Alors vous l'avez déjà entendu sur le Quadrant Pop, mais aussi sur beaucoup de podcasts du coin pop, sur X-Files notamment, c'est Mehdi, notre expert en huile noire. Salut Mehdi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et notre nouvelle intervenante, qui n'est pas une newbie en ce qui concerne la science-fiction, puisqu'il s'agit de Noémie, la youtubeuse de la chaîne Horizon Universe. Horizon Universe, comme ça qu'on dit. Salut Noémie. Salut. Et oui, tu l'as dit très très bien, tout va bien. Alors avant de commencer vraiment le podcast, on va faire un petit topo sur l'événement IRL du 24 juin au Club de l'Étoile à Paris qui est organisé par C'est plus que de la SF, parce que je vous le rappelle, donc C'est plus que de la SF de Lloyd Cherry organise cette journée Star Trek au Club de l'Étoile, donc le cinéma dans lequel on était déjà intervenu l'année dernière, où en fait il va projeter les 3 premiers films de Star Trek, donc The Motion Picture, la Director's Cut, La Colère de Khan et Star Trek 3, à la recherche de Spock. Et figurez-vous qu'à la fin de chacun des films, il y aura donc un podcast qui sera enregistré de C'est plus que de la SF avec des intervenants. Et parmi les intervenants, en fait, ce soir, on est déjà plutôt nombreux parce qu'il y aura Mehdi qui sera présent. Il y aura aussi Marina, Romain et moi-même, et aussi Romain Nigita. Et donc, du coup, on aura donc le plaisir de se retrouver tous à Paris ce jour-là. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. Alors, Noémie, maintenant, je vais me tourner vers toi et je vais te demander quel était ton premier contact avec Star Trek ? Ouf, excellente question. Honnêtement, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu et en fait, je suivais un peu les épisodes de Next Generation un peu sporadiquement. Je sais plus du tout sur quelle chaîne ça passait à l'époque. Je te dis ça dans les débuts des années 2000, donc je devais avoir 6-7 ans. Et en fait, je vais vous avouer un truc tous autour de cette table ce soir. J'étais folle amoureuse de Riker quand j'étais enfant. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Aujourd'hui, il est toujours aussi beau. Mais j'étais folle amoureuse de lui. Et en grandissant, après, je suis tombée folle amoureuse de Deanna. Donc j'ai eu une enfance compliquée. Mais et je suivais un petit peu les deux sporadiquement. Et quand j'ai commencé à habiter toute seule, donc à l'âge de 19 ans, je me suis refait toute la série. Donc je me suis refait toute la série originale Next Generation et puis à l'époque il devait peut-être y avoir déjà alors je te dis ça date de 2015-2016 donc je sais plus du tout quelle série c'était à l'époque. Sur Netflix il y avait tout Ouais c'est ça, il y avait tout à l'époque sur Netflix et du coup je m'étais tout refait mais voilà j'avais suivi Next Generation mais pas du tout dans l'ordre. Ça devait sortir, mais genre sur la 6 à l'époque, je crois. Enfin voilà, ça date vraiment d'un bout de temps. La nouvelle génération, de mon souvenir, au lancement de la TNT, ils ont tenté un truc au début des années 2000 sur W9. Ça devait être ça, hein. Mais voilà, je saurais pas dire sur quoi c'était, mais j'avais suivi plus ou moins sporadiquement. Enfin, en plus, ils mélangeaient toutes les séries. C'était comme sur toutes les séries. De toute façon, ils mélangeaient toutes les saisons, ils mélangeaient tous les épisodes. C'était n'importe quoi, mais j'avais suivi ça comme ça. Mais j'ai toujours été une grande fan de science-fiction, hein, dans tous les cas. Et Next Generation, pour moi, c'était un peu l'ouverture sur le space opéra qu'on n'avait pas trop en France à l'époque en film et en série. C'était un peu par ça que je m'étais fait les dents, quoi. Et voilà, c'était... En tout cas, mon ouverture, c'était Next Generation. J'ai commencé la série originale, je devais avoir déjà presque 18-19 ans, quoi. C'était un peu plus tard, déjà. Bon super, et sinon, ta chaîne YouTube, on va déjà en parler tout de suite, tant qu'à faire, ça nous parle de quoi exactement ? Tu peux nous faire un petit topo ? De science-fiction sur toutes ses formes, donc littérature, cinéma, un petit peu série et un petit peu jeux vidéo.
Mon but, c'est de promouvoir un petit peu le genre dans ce beau pays qu'est la France, où voilà, la science-fiction, c'est souvent un petit peu mis de côté ou mis un petit peu en bas. Genre, voilà, c'est un sous-genre, c'est pas très très excitant, quoi. Mon but, c'est de montrer qu'il y a de tout en science-fiction, donc qu'il y a de la politique, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la haine, qu'il y a tout ce qui nous rend humains. Donc voilà, je présente un petit peu les choses qui me plaisent et voilà, qui m'ont éveillé au goût de la littérature et du cinéma. Donc voilà, ça passe par plein de petites choses. Là, dernièrement, de quoi j'ai parlé d'Edge of Tomorrow, j'ai parlé de Dune, j'ai parlé de The Expanse, j'ai parlé de la saga de la culture, j'ai parlé pas mal d'Ian M. Banks. Enfin, voilà, j'ai parlé de plein de petites choses. Tout ce qui touche à la science-fiction et qui mérite d'être plus discuté en France. En tout cas. Bon, en tout cas, on est bien content que tu viennes discuter de Star Trek avec nous. Alors justement, on va lancer un premier tour de table sans spoiler sur l'épisode de la semaine. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine sans spoiler ? Et sinon, pour toi Noémie et toi Mehdi, une question supplémentaire, c'est faites-nous un petit pré-bilan de la saison, parce que là on est presque à la fin, donc vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez de la saison. Et puis du coup, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode et de cette saison en général ? Alors je vais commencer par la saison peut-être. J'ai été assez emballé, assez enthousiaste au début. En y repensant, je pense que c'est les 4 premiers épisodes qui étaient vraiment sympas pour moi. Il y avait très peu de problèmes, de bugs en ce qui me concerne. Et puis à partir de l'épisode 5, ça a commencé un petit peu être un peu plus un souci pour moi. Et plus on a avancé après l'épisode 4, et plus ça a été compliqué. Et l'épisode 9, pour l'instant, c'est un peu le moins agréable ou le pire pour moi. C'est un épisode que j'ai pas vraiment beaucoup apprécié, c'est le cas de le dire. Je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne dans l'épisode 9. Je trouve qu'il y a beaucoup de promesses qui sont pas tenues, des révélations qui, moi, personnellement, me déçoivent. Des rebondissements qui me semblent un peu gratuits et un peu n'importe quoi. Voilà, donc je trouve que la saison globalement, elle est quand même meilleure que les premières, je trouve. Il y a vraiment de bonnes idées quand même, malgré tout, dans les prémices, dans la structure de la saison. Mais malheureusement, plus la saison approche, plus la saison avance, et plus on retrouve les défauts, en fait, de Star Trek Picard. Voilà. Moi, alors, par contre, j'ai adoré cet épisode. J'étais à fond. Je dois dire que au début, la grosse révélation, je dois dire, j'étais un peu déçue. Mais en fait, après, c'est allé crescendo. Il y avait même je reconnais qu'il y avait peut-être des trous de scénario et tout ça. La série me parlait tellement. J'avais l'impression qu'elle s'était, pour le coup, téléchargée dans mon cerveau. Elle caressait toutes mes zones de plaisir, en fait. Et tout ce qui pouvait me faire plaisir en tant que fan de Next G était réalisé, était apporté. Et mais j'ai fini. J'avais des frissons, je souriais, je repensais avec nostalgie à la série, j'étais contente et j'étais à fond. Et à la fin, mais j'en pouvais plus, quoi, de bonheur, d'exaltation, je devais partager ça. C'est pour ça que j'ai été sur Discord et j'ai partagé avec vous. J'ai adoré. Et peu importe que l'épisode ait eu des défauts, je suis d'accord avec Mehdi, c'est pas parfait, mais alors moi, il pouvait y avoir des trous de scénario de la taille d'un vaisseau spatial, j'ai adoré. Ok, c'est vraiment le grand écart. Et du coup, toi, Romain, où tu te situes dans ce grand écart ? T'es la jambe gauche, la jambe droite ou au milieu ? Alors moi, il n'a pas caressé toutes mes zones de désir qui sont pourtant, j'en suis sûr, moins nombreuses que celles de Marina. Toutefois, je l'ai vu 2 fois, l'épisode, et la première fois, j'étais tellement en colère en fait que ça m'a quand même pas mal gâché l'épisode, en colère à cause de la révélation qui intervient au tout début d'épisode et qu'on a attendu pendant, 8 épisodes peut-être, 6, ça m'a vraiment agacé. En le revoyant, je l'ai un peu réévalué, mais je trouve quand même qu'il y a des trous scénaristiques qui non seulement sont béants, mais qui sont tellement facilement évitables qu'ils en deviennent impardonnables en fait. Et ça m'a quand même j'étais vraiment en colère hier, je le suis moins aujourd'hui, donc c'est bien que je regarde les épisodes le jeudi matin et qu'on enregistre le vendredi soir, mais quand même excessivement déçu par l'épisode, mais aussi finalement par Matalas et cette équipe créative auquel j'ai pas mal cru et qui finalement, comme l'a assez bien dit Mehdi, retombe finalement dans les travers habituels de l'ère Kurtzman et de Star Trek Picard. Ok. Et toi, Noémie, donc la saison dans son ensemble et l'épisode de la semaine ? Alors, la saison dans son ensemble, pour moi, c'est la meilleure des 3, mais je pense que je casse pas la baraque en disant ça. Je pense pas que je donne une opinion controversée. Après, moi, de tout Star Trek, c'est Next Generation qui me fait vibrer le plus, parce que c'est par là que j'ai découvert le truc et parce que c'est ce qui me parle le plus en tant que fan de science-fiction et de space opéra. Maintenant, l'épisode, pour moi, il est bon, mais il est pas bon en tant que tel, il est bon par rapport au reste. Et je pense que c'est une distinction importante, c'est-à-dire que, en fait, mis à part le dernier épisode que moi j'avais trouvé bon, notamment parce que voilà, la conversation entre Riker et Deanna, on n'en reviendra pas dessus, mais les 3 derniers épisodes, ils étaient oubliables, ils auraient pu être mis ensemble. Là, cet épisode-là, il est bon parce que enfin on avance.
parce qu'enfin on a un enjeu. Alors oui, il est pas parfait, mais comme la série Star Trek n'est pas parfaite, comme Star Trek en règle générale avec un grand S et un grand T n'est pas parfait, mais enfin on a quelque chose à se mettre sous la dent et enfin le scénario avance. Rien que pour ça, je pense qu'on peut lui donner un petit pouce bleu, quoi. Enfin, on a des enjeux on a l'impression d'avancer un peu dans l'histoire, parce que là, ça fait quand même 3 ou 4 épisodes où on a l'impression d'avoir le même épisode, mais mis bout à bout, quoi. Donc, pour ça, moi, il touche pas toutes mes zones de plaisir, mais... Cette expression va rester, hein. Il en titille certaines, parce que je me suis dit, enfin, il se passe un truc. Enfin, j'ai pas l'impression de voir le truc en boucle, ce qui fait quand même plaisir, je pense. Mais je comprends l'avis de Mehdi, honnêtement. Mais voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est difficile de me positionner là-dessus. Moi, je suis plutôt de l'avis de Romain. Je suis à mi-chemin, on va dire, entre Romain, Marina et Noémie. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Et que, comme Marina, en fait, j'avais pas vu le trou scénaristique qui est pourtant gros comme une station spatiale. Et une fois, parce que en fait, l'épisode m'a plu, hein, tout simplement. Et une fois que Romain m'en a parlé sur le Discord, je n'ai pensé plus qu'à ça. Je me suis dit, mais merde, il a raison, c'est vrai ça. Donc on va en parler tout de suite dans la zone spoiler, mais juste avant, je vais quand même préciser, on parle souvent d'un Discord, et on me pose la question, mais est-ce qu'on peut venir à ce Discord ? En fait, non, c'est un Discord qui est interne au Cadran Pop, qu'on utilise pour s'organiser, justement pour l'organisation des podcasts. Donc voilà, si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur le site podcast.lecadranpop.fr. Parenthèse étant close, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Red alert! Computer, lights? Is the bridge smaller or am I just bigger? No, she's exactly as she was. I preferred the weapon systems on the E. Additional phaser arrays, torpedo... Worf. She is perfect, Geordi. Hello, Chair. Are you certain she's not connected to the Starfleet mainframe? I'm positive. You're looking at the last functional ship in the fleet not tied to the system. You know, it wasn't until this moment, reunited with all of you, I realized what I've missed most. The carpet. Worf, I've got drones loading torpedoes into the bay as we speak. Mr. LaForge, may I? Absolutely, Admiral. Computer, initiate system reactivation procedures. Authorization acknowledged. USS Enterprise now under command of Captain Jean-Luc Picard. Well, I hereby accept the field demotion. Warning. Donc cet avant-dernier épisode de la saison 3 qui s'appelle Vox, écrit par Sean Tretta et Kyle Roster, je dirais. Kyle Roster, est dirigé par Terry Matalas lui-même. Donc on va voir d'une tragique révélation à propos de Jack qui va changer à tout jamais le cours de la vie de Picard et révèle une vérité qui met donc en danger tous les habitants de la Fédération. Alors on commence l'épisode par un pré-générique avec une séance de psy pour Jack avec Troy qui ouvre enfin cette satanée porte rouge et derrière, bien sûr, se cachaient les Borg. On l'avait vu venir depuis de nombreux podcasts, surtout Manu qui avait réussi à avoir le maximum de signes en ce sens. Alors avant d'aller plus loin dans la décortication de cet épisode, qu'est-ce que vous avez pensé de cette révélation ? Alors toi, Mehdi, t'as été déçu tout de suite. Ah bah oui, je suivais avec passion les théories des fans. Alors il y avait les Borg effectivement dans les théories, mais je me disais non, ce sera pas ça. Ce sera plutôt en lien avec DS9, etc. Voilà, je me disais ça peut être intéressant.
C'est un peu étrange, mais intéressant d'amener comme ça des intrigues des dernières saisons de Deep Space Nine dans Picard, puisqu'on a des éléments de Voyager, on a des éléments de Next Gen, évidemment. Ça me plaisait, voilà. Donc j'étais déçu parce que je trouve que les Borg... alors oui, effectivement, il y a des indices, certes, dans les précédents épisodes, heureusement, mais je trouve quand même qu'ils n'ont pas grand-chose à faire là, et je trouve qu'il y avait beaucoup mieux. Je trouve que, comme d'habitude, les fans herméneutes avaient de bien meilleures idées, c'est comme pour X-Files, en fait, que celles des scénaristes, au final. Donc quand on voit le contre-champ de ce qu'elle voit à travers la porte, et qu'on découvre ce cube Borg comme un château hanté dans l'espace, je me suis dit non, c'est pas ça la révélation. Eh bien si. Donc ouais, effectivement, je suis déçu. Je trouve qu'il y avait bien plus intéressant à faire. Non, alors c'est vrai que moi j'avais déjà dit, comme plusieurs personnes d'ailleurs dans le podcast, que s'ils faisaient ça, je serais assez déçu, mais j'avoue que passer cette pseudo-surprise qui n'en est pas vraiment une, bah finalement, moi je me suis laissé porter par l'épisode et finalement ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je me suis rendu compte que évidemment ce qui m'intéressait c'était pas tant ce mystère-là que finalement le déroulement des événements. Bah, pourtant quand même, ça fait des épisodes qui nous entraînent vers la porte, quoi. On est censé se demander mais qu'est-ce qui se cache derrière la porte ? Qu'est-ce qui se cache derrière la porte rouge, quoi. Donc ils ont vraiment fait monter la pression depuis 3, 4, 5 épisodes, donc tout ça pour ça, quoi. Bah... Ouais, mais d'un autre côté, ça donne une thématique. Alors c'est vrai qu'on en avait soupé des Borg, mais là du coup on se dit bon bah voilà, les Borg ils sont présents dans les 3 saisons de Picard, ça fait une cohérence à la série, on peut le dire. Par ailleurs, Mehdi, il y a une deuxième révélation dans la révélation. Alors, c'est pas dit clairement dans l'épisode, mais apparemment, il y a une revue qui prétend avoir parlé avec Matalas, qui est dans un article qui est publié aujourd'hui et qui dit que Matalas leur aurait confirmé cette théorie, qui est que finalement, l'homme pizza qu'on voit depuis le début je l'appelle l'homme pizza parce qu'on dirait un peu une pizza au fromage, la main de Vadik qui parle, serait en fait l'Arenborg depuis le début. Et là, pour le coup, autant je comprends l'intérêt de faire tenir un mystère, autant faut quand même pas se foutre de la gueule du monde parce que y a aucun rapport physique, la voix, le ton, la façon de parler, la façon de s'exprimer, il n'y a absolument aucun rapport avec la Renborg telle qu'on la connaît, qui est pour le coup extrêmement bien jouée par Alex Craig, qui prête sa voix au personnage dans la scène où elle apparaît devant Jack. Mais moi je suis extrêmement gêné par cette révélation dans la révélation qui est que le handler de Vadik était la Renborg elle-même. Déjà parce que autant les changeants qui travaillent avec les Borg, je trouve le procédé plutôt marrant finalement pour s'unir contre les solides, autant avoir un rapport de domination des Borg envers les changeants, ça par contre je l'accepte pas, et les changeants étant des êtres extrêmement dominateurs, je les imagine pas se faire écraser comme ça, piétiner par les Borg. Et deuxièmement parce que franchement ce personnage n'avait aucun rapport avec la Renborg, donc c'est un deuxième élément dans cette révélation que je trouve complètement imbécile en fait. Moi j'avais établi ma propre théorie bullshit parce que je fais que ça de ma vie en fait. Moi je suis une très grande fan de A Song of Ice and Fire de Game of Thrones, les bouquins pour ceux qui connaissent pas forcément en anglais. Et moi la porte rouge pour moi c'est Daenerys. Donc moi j'attendais à avoir un lémonier derrière, je m'attendais à avoir un citronnier, et c'était ma propre théorie bullshit et de me dire il y aura un citronnier derrière. Et de toute façon, elle est tout faire foutre parce que c'était sûr qu'en fait ça allait finir en paix mouillée. Enfin, voilà, c'était sûr, mais c'était sûr et certain. Je sais même pas pourquoi ça vous étonne en fait. Mon truc c'était, bien sûr que c'était les Borg, mais évidemment que c'était les Borg, mais qui ça surprend que ce soit les Borg ? C'est peut-être de la merde, mais qui ça surprend ? Qui ça surprend ? Mais c'est clair, Noémie, et je t'aime. Parce que effectivement, moi aussi quand on parlait de la porte, j'ai tout de suite pensé à Daenerys et de la porte derrière laquelle se trouve ce citronnier, tout ça qu'elle attend pendant tous les bouquins. Et j'arrêtais pas de penser à ça. Et je t'aime, rien que pour la référence. Mais en plus, merci ils font une référence. On est connectés, je le sens. Ils font une référence parce qu'à un moment donné, il dit « Je dois pas regarder en arrière ». J'étais là « Mais putain, ils font une référence directe à Daenerys !» Et j'étais là « Mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas ?» Et c'est pour ça, moi, je m'étais fait ma propre petite théorie bullshit et j'avais personne à qui en parler parce que je suis seule. Mais quand ils en font une référence et j'étais là mais putain ils lui font dire la phrase de Daenerys et je me suis dit mais s'ils foutent un putain d'arbre derrière cet arbre, il y en a un d'arbre d'ailleurs. Il y a l'arbre pourpre d'une planète que Jack cite quand il était enfant. Oui, donc voilà, ils mettent c'est canon, Game of Thrones et Star Trek sont dans le même univers, voilà, c'est canon. Mais en tout cas, c'est vrai que Kurtzman, il avait quand même comme référence Game of Thrones au lancement de Discovery, donc... Oui, enfin la nudité, la violence et les morts violentes en moins, parce que là on est quand même d'accord, Noémie, qu'il n'y a pas beaucoup de sexe, il n'y a pas beaucoup d'inceste. Eh ben on devrait mettre Jack à poil, je suis sûre que ça ferait venir les gens, voilà. De la nudité dans Star Trek, je sais même pas si ça existe. On n'a pas tous rêvé d'une scène entre Deanna et Riker ou entre Deanna et Worf. Si. Il y a des fanfictions moi qui ont j'ai écrites pas mal là-dessus. fantasmé sur les deux. Hein.
peut-être à la différence de Mehdi, je trouve que c'est mal fait. Je trouve pas que la révélation, je trouve pas que ça manque de sens. Hein. En vrai, c'est la seule. Je l'avais dit dans ma pastille la semaine dernière d'ailleurs. En vrai, c'était la seule. T'as raison, hein, Noémie. C'était la seule révélation qui faisait du sens. À partir du moment où il y avait une connexion avec Jean-Luc Picard. Moi, je veux bien les Powers et tout. Évidemment que j'aurais été content de. Enfin. J'aurais été aussi frustré parce que quand on nous parle de Powers sans qu'il y ait aucun membre du casting de DS9, j'aurais trouvé quand même que ça aurait été quand même du gros foutage de gueule. Et puis surtout, il y avait aucun lien avec Picard. Ouais, mais. Ah, bon. mais ça, on peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. On peut s'arranger. C'est la philosophie des scénaristes de cette série. On peut toujours s'arranger. En vrai, selon moi, les deux gros problèmes, et on parlera du trou scénaristique après, qui est lié à la révélation, mais pour moi c'est un autre problème. Les deux problèmes de cette révélation, pour moi, le premier, c'est que les Borg, ils sont déjà beaucoup trop été utilisés dans Picard, si tu veux. Ça aurait été la saison 1 de Picard, la saison 3. Il y a beaucoup de critiques qu'on fait qui seraient nulles et non avenants, en fait. Mais là, le fait est qu'elles ont été dans la première saison, ils étaient dans la deuxième saison. Et je pense qu'on a tous beaucoup rigolé quand Diana dit ah, mais les Borg, on n'en a pas entendu parler depuis 10 ans. Et t'as envie de lui dire, bah t'as de la chance parce que nous, on en entend parler tous les 6 mois, en fait, si tu veux, quoi. Donc, bravo Diana, quoi, tu vois. Et ça, c'est le premier problème avec les Borg. Et le deuxième problème, et ça aussi, je l'avais dit dans ma pastille la semaine dernière, et là aussi, Noémie, tu l'as redit, mais ça, c'était évident, c'est qu'en fait, à force d'avoir laissé traîner cette mystery box, ils auraient sorti Spock derrière la porte, si tu veux, machin. Ça aurait quand même été décevant parce que de toute façon, après 6 épisodes, on était saoulés, quoi, de toute façon. Et t'as raison. Quoi qu'ils auraient fait, de toute façon, on aurait été déçus. Bon, bah, les Borg, c'était la théorie la plus évidente, donc la moins surprenante, et donc la moins justifiée en termes d'attente et de renouveau, comme ça, de ce cliffhanger de qu'est-ce qui est derrière la porte. En vrai, le problème, c'est pas les Borg, c'est la façon dont c'est amené. Ce que j'ai aimé dans la manière dont c'est amené, c'est qu'en fait, Diana, qui n'a pas été beaucoup servie par la série, en fait, là, depuis 2 épisodes, elle a quand même des scènes que j'adore. Elle a une scène cruciale, c'est elle qui révèle le big plot point à Picard et Crusher. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que la scène, oui, j'étais pas spécialement surprise. Je me suis dit, bon, bah, ah oui, c'est les Borg, bon, bah voilà. Mais en fait, l'épisode est tellement allé crescendo après. J'étais tellement contente que tous les personnages soient bien servis. Et quand je parle de personnages, c'est les personnages historiques plus Seven of Nine, que, en fait, c'était vraiment, ça allait crescendo dans l'extase. Et le contentement d'une fan de la série. Ouais, mais même là-dessus, je te rejoins pas, Marina, parce qu'il se passe tellement de choses dans cet épisode. Si tu veux, il est tellement riche et il y a tellement de choses à raconter après avec Frontier D, la prise de contrôle, l'évacuation, le moment où ils vont chercher. Enfin, je vais pas raconter tout l'épisode parce qu'on va en parler, mais que finalement, enfin, je veux dire, on s'est tapé l'épisode 6 et 7. Où il se passe, ou 7 et 8, pardon, j'ai un petit doute, 7 et 8, où il se passait absolument rien, quoi. Où ils nous ont passé 2 épisodes à rien nous raconter. Je veux dire, cette révélation, ils auraient pu la faire il y a 3 épisodes, et à la limite, ça aurait fait beaucoup plus de sens scénaristiquement à cause de ce plot point dont on va parler tout à l'heure. Complètement. Parce qu'en plus, il aurait quand même fallu, il faut quand même un peu développer, quoi, les Borg, pourquoi, comment, etc. Or, il reste plus qu'un seul épisode pour le faire, ce qui veut dire qu'ils vont pas le faire. C'est clair. Et moi, j'ai trouvé ça au contraire dans la richesse de cet épisode. C'est pour ça que j'ai dit que je l'ai vu 2 fois et que j'ai quand même révisité. Il y a plein de trucs cool dans cet épisode dont on va parler. Mais moi, je trouve que c'est en trop, si tu veux. C'est un boulet au pied de cet épisode, cette révélation qui intervient maintenant et qui intervient beaucoup trop tard, quoi. C'est vraiment à se demander. On en a beaucoup parlé avec Guigui. Et ça, on le saura peut-être jamais, ou peut-être qu'on le saura, je sais pas. Mais c'est vraiment à se demander s'il n'y a pas eu et je veux pas défendre, je veux pas dire c'est Kurtzman le méchant face au gentil Matalas et tout, mais tu te demandes quand même si la saison n'a pas été remontée, s'il n'y a pas des choses qui ont été repoussées par derrière, machin truc bidule, parce que c'est bizarre. Enfin, je trouve la narration vraiment étrange, en fait. Je te le disais justement en off, il y a quelqu'un qui m'a dit que sur un podcast qui était payant via un Patreon, etc., il y avait une source de la production, alors bien sûr tout ça à prendre avec des pincettes parce que c'est que des on-dit finalement, qui disait que Kurtzman était intervenu sur les derniers épisodes de la saison. Voilà, maintenant, c'est quelque chose qui a été dit il y a 2 mois. Non mais attendez, est-ce qu'on parle là de la saison 3 ou de cet épisode que moi je vais voir et revoir et toujours avoir les mêmes frissons? Je le sais déjà, rien qu'en voyant l'épisode. Les 2 derniers, le dernier, peut-être que je le reverrai juste parce qu'il amène à celui-ci. Mais c'est vrai que les 2 autres, à la rigueur, je les reverrai jamais. Je m'en foutrais royalement parce qu'ils apportent rien. Mais les 2 derniers, et notamment celui-ci, je pourrais à vie les voir et les revoir, mais j'aurai toujours le même plaisir. Je le sais déjà. Tant mieux. Je sais déjà que ça va être un classique parce que rien que pour la scène, rien que pour le dernier acte.
Rien Non, que mais pour écoute, ça, Marina, t'es c'est- pas la seule. On a vu les réactions des gens, des fans de longue date sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Bon, après, il y a quelques gens qui sont un peu plus critiques. Alors, il y a ceux qui trouvent que toujours tout est toujours tout nul, etc. Et puis, bon, entre les deux, il y a nous, où quand même, on a un tableau avec les pour et les contre. Et quand même, on croise quelques coches sur le tableau des contre. Hein. Notamment la scène qui suit, où il y a Picard qui décide d'aller expliquer la situation à Jack, avec tout ce que ça implique. Alors qu'il aurait mieux valu que ce soit Beverly et qui lui annonce, parce que Picard, c'est vraiment le pire père du monde, quoi. C'est genre, non, mais laissez-moi lui annoncer moi-même que je puisse tout faire foirer, parce que c'était pas compliqué, hein, finalement, pour Picard de rassurer Jack. En gros, Jack, il prend ça comme un coup de massue, mais Jack, il demande à être rassuré par Picard, et Picard, il lui dit, non, mais tu sais, les protocoles de Starfleet, blablabla, t'es dangereux. Alors que Jack, il attendait juste que tu lui dises, t'inquiète pas, oui, t'es quand même mon fils, ça va aller. Jack, il attendait que ça, et Picard, il lui balance que des conneries, et du coup, Jack, il se met en colère, et il se casse. Je veux dire, Je vais tout est t'envoyer là. dans l'asile de fous sur Vulcain. C'est n'importe quoi. Mais en fait. vraiment, c'est... Vous avez jamais connu des vrais vignerons, vous, hein? Ça, c'est typique d'un vigneron d'Arbois, ça. Hein. Moi, je vois qu'un franc-comtois classique. Hein. Ça se voit que vous vivez pas dans la région, parce que c'est Non. ce que c'est. Hein. N'empêche qu'ils ont raté quand même une occasion, à mon avis, à mon humble avis, parce que moi, ma propre théorie, alors, elle n'était pas terrible, mais je savais que c'était pas le cas. Hein. Mais C'était de la merde, mais ça vaut le coup. J'imaginais quand même que derrière la porte, on allait voir peut-être la mère de Picard, parce que moi, ça me rappelle la saison 2. Avec les flashbacks de Picard, qu'est-ce qui se cache derrière la porte dans la cave, la fameuse cave. Donc du coup, et là je me dis quand même ça aurait pu être intéressant par rapport à la relation entre Picard et son fils, si en fait le fils c'est fou en fait, si peut-être il a la même maladie mentale que la mère et que ça a un rapport avec tout ce qui est en train de se passer. Du coup ça aurait pu donner quelque chose un peu à la Game of Thrones d'ailleurs, un rapport comme ça familial. Incestueux, compliqué. pervers. Il n'y a pas assez de baisse dans Star Trek pour justifier ça. Ça va pas. C'est vrai, ils sont pas assez consanguins, ça manque un peu. Non. Après, il voyage dans le temps, il couche avec sa grand-mère, comme ça, il y a Je sais pas, mais il y avait quelque chose à faire, parce que là, ça faisait un vrai lien avec la saison 2, voire avec la saison 1. Ça nous rappelait pourquoi la série s'appelle Picard à la base, quand même. Voilà, quoi. Puis, le coup de la porte, qu'est-ce qui se cache derrière la porte? Je suis désolé, ils nous ont déjà fait le coup dans la saison 2, donc je me disais, soit c'est une redite, et c'est mal, soit en fait, c'est un développement de la saison 2, et c'est super. En fait, la porte, elle arrive à un moment bizarre. Soit elle aurait dû être beaucoup plus filée, mais c'est genre sur 2 saisons, et dans ce cas-là, ça marchait, soit elle aurait dû être filée au début de la saison 3 et point barre. C'est soit tu le fais vraiment, tu le travailles sur un énorme build-up, mais encore une fois, genre à la Game of Thrones ou à la culture, mais sur un truc vraiment sur plusieurs bouquins, mais sur plusieurs saisons, où tu sens que c'est un gros truc, mais dans ce cas-là, tu le travailles sur un long terme avec les Borg derrière, enfin tu fais un gros truc. Soit tu le sors au début de la saison 3, genre épisode 3, c'était plié. Mais là, ça sort à un endroit qui est bizarre. Ça marche à l'écrit, mais ça ne marche pas à l'oral. C'est exactement ça le problème avec plein de séries feuilletonnantes aujourd'hui, y compris Star Trek. Ils essaient d'être feuilletonnants, mais c'est quand même Babylon 5 qui avait quand même enseigné la leçon que personne n'a retenue. Il faut prévoir le coup plusieurs saisons en amont, quoi. Je dis pas qu'il faut prévoir chaque détail, chaque épisode. J'aurais dit X-Files, mais... liberté, etc. Mais quand même, Picard aurait quand même eu une autre ampleur. En plus, c'est que 3 saisons de 10 épisodes à chaque fois. S'ils avaient eu un minimum quand même de plans sur les 3 saisons, sur les 30 épisodes, quoi. Ou alors, Mehdi, permets-moi d'être encore plus ambitieux, tu ne fais pas de Mystery Box du tout. Parce que tu peux encore raconter des histoires sans Mystery Box, c'est pas impossible en fait. Hein. Ça a été fait pendant à peu près 100 ans d'histoire de la télévision et du cinéma, quoi. Moi, je comprends pas cette génération de scénaristes, je comprends plus en fait, si tu veux. Je n'arrive plus à les comprendre en fait, quoi. Ils ont pas mais il y a plein de façons de le faire. De toute façon, c'est évident que cet épisode-là et la saison et même la série, elle mise pas du tout là-dessus, elle mise sur le facteur nostalgie. Il y a plein de gens qui adorent l'épisode 9 parce qu'ils jouent à fond, à 150% à la carte nostalgie. Oh, le vaisseau, oh, il y a des membres de l'équipage, oh, ils se font des petites répliques, on adore et tout. Voilà, c'est ça qui plaît, c'est ça que tout le monde attend, enfin les fans attendent. Et voilà, pourquoi s'embêter avec la narration, pourquoi s'embêter avec une ambition narrative de ce type. Ouais, non, on peut faire la nostalgie en étant bon aussi, c'est possible. Hein. Tout à fait, et tu vois, si tu veux revenir la semaine prochaine, il aurait suffi de laisser Vadik gagner il y a 2 épisodes, elle aurait kidnappé Jack. Justement, là, on va en parler de ça, parce que donc on a Jack qui va rejoindre les Borg, hein, donc c'est exactement ce qu'a essayé de faire Vadik toute la saison sans y arriver, et alors que c'est du coup typiquement un truc à la Discovery, hein, donc ce que vous dénoncez, les feuilletons de maintenant, c'est qu'en gros on doit empêcher une action, les héros réussissent à l'empêcher parce qu'ils sont trop forts, mais parce que c'est les héros, mais en même temps, il faut quand même pas empêcher que ça arrive d'une manière détournée, parce qu'il faut que ça arrive pour que l'histoire se déroule. Donc c'est un écueil complet de ce type de narration en feuilleton, hein, où il faut créer des étapes pour remplir les épisodes, donc on réussit, mais en même temps, on échoue.
Ça, et du coup, ça crée donc le gros trou scénaristique dont Romain va nous parler parce qu'il trépigne d'impatience depuis ce matin, quoi. Vas-y, Romain. Bon, enfin, je pense que vous l'avez tous compris, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, comme l'a dit Guigui, le plan entier de l'alliance Dominion-Borg reposait sur Jack, puisqu'on comprend dans cet épisode, d'ailleurs, pour le coup, je trouve l'explication très bonne, que Jack est un émetteur, etc., etc. Donc, quand l'épisode 9 commence, leur plan a échoué, donc Jack n'a pas été capturé. Et donc, au moment où l'épisode commence, il n'y a plus de plan. C'est fini, en fait, si tu veux. La saison est terminée, en fait. Et le seul moyen de redémarrer la saison, c'est qu'en effet, Jack se rende. Donc, pour que Jack se rende, ils te font le counseling de Diana, là, qui ouvre la porte, machin, truc bidule. Ensuite, cette scène abominable avec Picard. Donc, il faut bien comprendre que finalement, si Troy ne fait pas sa session de counseling, la saison est terminée. Le plan des Borg et des Dominions s'arrête là. Le son n'allait pas faire de thérapie, quoi. Voilà. N'allez pas chez votre psy. Mais c'est quand même lamentable. C'est d'autant plus lamentable que c'est injustifiable. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on a passé la saison entière à voir des gens qui veulent capturer Jack et qui n'y arrivent pas. Ils ont eu 50 opportunités de faire kidnapper Jack, dont une, il y a l'épisode dernier, si je dis pas de bêtises, l'épisode avec Vadik qui meurt, littéralement 10 minutes avant. Donc, à quel moment ils se sont pas dit, bon bah là faut qu'ils perdent en fait. Et ce qui vous me direz est aussi un cliché scénaristique, de perdre. Oui, mais en fait, si tu regardes la plupart du cinéma des années 80 et 90, c'était comme ça que ça se passait. Tu perdais puis tu gagnais. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, ils perdent pendant tout le... Mais l'Empire contre-attaque au sein de la trilogie Star Wars, mais au moment de Star Wars, quand ils attaquent l'étoile de la mort, ils ratent, et tout le monde croit qu'ils vont échouer, puis finalement Luke arrive, il use the Force et il gagne. Bon, ok, c'était pas super innovant, mais c'était quand même vachement plus logique en fait de kidnapper Jack. Et en plus, ça donnait une vraie motivation à l'équipage de continuer. On va chercher Jack, on va retrouver Jack. Et là, ils arrivaient à Frontier Day, puisqu'ils savaient qu'il y avait un lien entre Jack et Frontier Day. Et ça y est, les wagons étaient rattachés. C'est ça qui me rend fou, c'est que c'est tellement simple en fait. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident en fait. Il y a rien de. C'est pas genre ah ouais, c'est un briquet machin. Ok, on a des théories de fans des fois qui sont super compliquées et tout, mais là. C'est injustifiable. Je suis désolé. En fait, si, la seule justification pour moi, c'est de donner la fameuse scène de Troy en psychanalyste que Marina attendait. C'est la seule vraie raison acceptable que je vois qui est extra-diégétique de production. C'est il faut donner une scène à Troy parce que les fans attendent une scène avec Troy. Oui, mais il aurait pu être bien faite aussi. Non. Les fans, ils attendaient ça déjà dans la série, ils attendaient ça après dans les films. Là, on nous l'a enfin donné à la fin de la série. Tant mieux. Enfin, on aurait dû, elle aurait dû être mieux servie bien avant. La scène avec Riker suffisait pour ça. C'était suffisant. Avec Riker. Et puis t'aurais pu faire la scène avec Sirtis, avec Troy, et que ça soit la raison qui fasse que finalement Jack décide de se rendre auprès de Vadik, ou qui fasse que ça affaiblit Jack et que à cause du fait qu'il soit affaibli, Vadik arrive à le capturer. C'est pas du tout incompatible les deux théories si tu veux. Mais là, la façon dont c'est fait, encore une fois, je vous répète, quand l'épisode commence. La saison est terminée. Alors attends, pour atténuer ça quand même, attention, parce que finalement, ils pouvaient très bien refaire leur plan plus tard, à un moment donné où ils capturent Jack, je sais pas, 1 mois, 1 an plus tard, peu importe. C'est simplement que le Frontier Day, c'est le moment optimum, le plus efficient pour que le plan fonctionne. Mais le plan pourrait très bien fonctionner à un autre moment. Mais ça n'empêche pas. S'aligne, quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est simplement qu'effectivement, la coïncidence qui fait que Jack pète un câble pile à l'heure qu'il faut pour que le plan d'origine des Borg fonctionne, c'est ça qui est gros à avaler, en fait. De toute façon, justement, effectivement, il y a un gros problème déjà à la base. Qui va rassembler tous les vaisseaux spatiaux de sa fédération, de sa flotte, au même endroit, au même moment ? Quel amiral, quel général dans l'histoire humaine a fait un truc pareil ? Les mecs dans Star Wars 7 C'est absurde. Et c'était de la merde. Mais ils l'ont fait dans Star Wars 7. Apparemment. Faut qu'ils arrêtent, hein. Quand est-ce qu'ils apprendront la leçon ? Jamais, c'est pratique pour les scénaristes. Ils ont fait pareil dans Game of Thrones saison 8. Il y a aussi cette histoire que les vaisseaux soient tous connectés. Et justement, visiblement, les événements de la fin de la saison 1 de Prodigy, ça leur a pas servi de leçon, en fait, parce que c'était à peu près la même chose. Et finalement, du coup, ils se sont dit, tiens, on va continuer comme ça. Ils ont fait ça dans Galactica en 2003. C'est comme ça que toute l'humanité a été terrassée. Mais apparemment... Justement, là, tu me spoil un peu une blague que j'avais préparée pour la fin, où je disais que Jordi allait leur présenter l'USS Galactica au lieu de l'USS Enterprise. Oui, ça aurait été énorme, ça. Mais en fait, on se demande qui est le designated survivor, parce que là, forcément, ils ont mis quelqu'un à l'abri et qui va prendre les rênes de la fédération et de l'émirauté, non ? C'est une opportunité en or. Peut-être que Kiefer va ressurgir comme le nouveau président.
Il pourrait, ça part tellement en live, de toute façon, cet épisode, que tout est possible, je crois, dans l'épisode. Oui, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il faut pas chercher le réalisme, il faut pas chercher la crédibilité. Je pense qu'il faut juste. La cohérence, par contre, ça pourrait être pas mal. Le regarder. Oui, mais attendez. La co et quoi ? Moi, je me force à me taire, Guigui, parce que je pourrais faire sauter ton. Parce que là, j'ai envie de dire un truc sur la fin, mais je me retiens. Ouais, retiens-toi encore 5 minutes, on va y arriver très vite. Simplement, on parle de cohérence. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la forme, parce que finalement c'est de l'écriture, quoi. C'est formellement c'est le contenant des idées qui est mal branlé, mais les idées elles-mêmes, elles sont pas mal, parce que finalement quand on découvre la nature de Jack avec le plan des Borg, le syndrome de Picard qui n'était pas vraiment la maladie diagnostiquée par Beverly à la fin de la nouvelle génération, mais un code ADN des Borg qui était laissé là pour une autre fonction, et avec un effet d'opportunité avec la naissance de Jack a donné lieu à la conspiration de cette saison 3, c'était quand même pas mal comme idée. Ça c'est grave cool, mais c'est mal fait. Ça j'ai adoré. Avec cette histoire de bout d'ADN qui est transféré chez tous les gens via le téléporteur, c'est une super idée. C'est hyper cyberpunk. C'est hyper neuromancer. C'est du William Gibson mais en space opéra. C'est grandiose, mais c'est mal fait. C'était des explications tellement express à chaque fois. Il racontait ça en 30 secondes, même pas à 30 secondes, je suis généreux. En 15 secondes, boum, boum, boum. Ah oui, donc c'est ça. Ah donc tous les gens qui ont en dessous de 25 ans vont muter dans les secondes qui viennent. Boum. Le virus humanitaire, c'est une putain de bonne idée. Les mecs en cyberpunk, ils se branlent sur ça depuis les années 80. C'est magnifique. Mais ça a été mal fait. Mais c'est du neuromancer en boîte, c'est génial. En plus, t'as d'autres idées, tu vois, par exemple, le fait qu'on nous explique dans la franchise que l'histoire du golem, qui finalement devrait rendre tout le monde immortel, il y a que Picard chez qui ça a fonctionné, peut-être que ça n'a fonctionné que parce qu'il avait ça, justement. Donc en fait, il y a plein de ramifications que Matalas a faites qui sont plutôt cohérentes et qui se soutiennent les unes les autres, et finalement ça fonctionne. Que les changeants font travailler avec les Borg, qui sont finalement deux collectifs, quelque part, pour niquer tous les autres, ça aussi, ça a du sens. Enfin, et le seul truc qui pêche et qu'effectivement du temps d'antenne aurait dû être consacré à ça, c'est qu'on nous montre l'origine de l'alliance des Borg avec le collectif, qu'on en sache plus de la chronologie des événements. Quand tu nous expliques, il y a un plan qui nous montre les gènes des Borg qui ont été insérés comme ça dans tous les gens, etc. Et on nous explique juste après, mais c'est uniquement les gens en dessous de 25 ans qui vont muter. Et là, boum, t'as un plan sur les membres de l'équipage qui sont en train de muter en 15 secondes. Et hop, ils sont tous devenus Borg, et hop, la bataille finale commence. What? C'est pas le principe qui est mal fait, c'est la réalisation. Mais en soi, c'est intéressant comme point. L'idée, elle est quand même bien. Et Mehdi, tu sais que moi, quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé tout de suite à toi, à l'âge de cristal, au bouquin que tu es en train d'écrire, et au fait que les seniors ne sont que rarement représentés dans la SF, que là, c'est pas vrai. Ce sont les seniors. Non, et qui sont quand même très rarement représentés. Et là, pour le coup, c'est eux qui sauvent they save the day. Donc, franchement, là, quand le turbolifte s'ouvre et qu'ils se retrouvent face à face tous là, les petits vieux là avec leurs rides, et que je crois que c'est Diana qui dit j'ai jamais été contente de voir autant de personnages ridés, mais c'est génial comme réplique. Mais attendez, vive les seniors, vive moi déjà je suis senior, vive les seniors, vive les seniors. Mais n'importe quoi, Marina, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas une senior enfin. Si, parce que dès que t'as plus de 45 ans dans cet univers... Monde du travail, 40 ans, c'est senior. Hein. Ah, ok. Chez Pôle emploi, à partir de 40 ans, t'es senior. Hein. Ah, bon, je le suis alors. J'ai pensé à l'âge de cristal, au jeunisme, parce que toutes les sociétés pousse les jeunes, poussent tout le temps leurs jeunes. T'as par exemple la République de Florence... au Quattrocento, ils ne représentaient que des jeunes et tout ça, mais ils étaient tous dirigés, toutes les villes-États d'Italie étaient dirigées par des seniors. Mais quelle belle idée, quelle belle thématique pour la saison 3 de Picard, ça aurait été une formidable thématique. Mais là, tu peux être sûr que ça va être torché en quelques minutes dans l'épisode 10, parce qu'ils s'en foutent. Ça aurait rejoint tellement de grosses œuvres en plus, ce genre de truc-là. Enfin, je veux dire, ça, tu fous du Asher avec du Banks, ça aurait fait des explosions. Mais exactement. Ça aurait rejoint franchement des trucs de ouf. Enfin voilà, tu dis, les seniors sont pas représentés. En série, je suis d'accord. En bouquin, c'est pas vrai. En série, ok. Mais en bouquin, enfin, le côté des vieux contre les jeunes, ça aurait rejoint le monde de la culture avec le monde de la politique d'Asher, ça aurait été fantastique. En fait, ce serait, dans une dimension parallèle, un Star Trek qui aurait un peu d'ambition thématique. Scénaristique, qui serait pas là juste comme Discovery, c'est-à-dire une série d'aventures avec des rebondissements et surtout le facteur nostalgie. Regardez, ils sont tous de retour avec des cheveux blancs. L'aventure, non, en plus, on a quelque chose à dire. L'aventure, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je suis pas d'accord. Il y a pas de dichotomie entre l'actionneur et le. Non, j'ai pas dit qu'il y avait une dichotomie. J'ai dit que c'était le cas dans Star Trek, qu'il y avait une totale absence de substance.
Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors que ça aurait pu être présent. Il pourrait y avoir de l'action, de l'aventure et de la substance. Malheureusement, ils ont choisi de complètement éluder la substance. Il n'y a pas de moelle dans cette série, quoi. Bon, il y en a un peu plus que en tout cas, il y a un propos politique qui est très clair, c'est que Terry Matalas est pour la réforme des retraites, de toute évidence. Je pense. Cassez-vous, les vieux. Je pense que c'est clairement un coup de Macron qui a tout. C'est peut-être lui qui a saboté le scénario d'ailleurs, ou je sais pas. Mais non, mais moi, après, honnêtement, je me suis beaucoup énervé avant, donc je vais me calmer un petit peu. Je suis assez d'accord sur le fait que je trouve que c'est en vrai assez réussi, et l'explication, moi, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que elle fonctionne bien parce que finalement, ce qu'il te raconte, on le sait depuis longtemps, d'une certaine façon, puisque Picard entendait déjà les Borg dans First Contact. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé que ces scènes étaient réussies. Une fois de plus, c'est le placement. Ça aurait dû être fait il y a 2-3 épisodes, quoi, tu vois. Mais je trouve pas que ça soit attaquable. Sur le fond, même sur la forme des scènes elles-mêmes. C'est un peu dommage pour First Contact, parce que First Contact, il les entendait parce qu'il avait été traumatisé. C'était un peu le syndrome post-traumatique dans First Contact. C'était Moby Dick. Non, il y avait ça, bien sûr. C'était l'obsession de Picard parce qu'il se rappelait des tortures. Il y avait les deux. Il y avait les deux. C'était psychologique. Non, mais souviens-toi, dans First Contact, il les écoute. C'était pas une pauvre explication génétique. Il a vécu quelque chose qui le hante, quoi. C'était très humain. Non, il y a les deux. T'as raison, il y a le PTSD, mais il y a aussi, il sait que les Borg arrivent avant même que l'amiral l'appelle au tout début de Et il sait même où il faut tirer exactement pour niquer le cube Borg. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ce qui était intéressant, en tout cas, dans Premier Contact, c'était le fait qu'il était rongé par sa haine pour les Borg, parce qu'il se rappelait de ce qu'il avait vécu avec eux, parce qu'il était traumatisé, il était hanté par ça, et qu'il fallait qu'il surmonte ça. Donc, il y avait quand même une petite, alors une thématique, je sais pas, mais il y avait quand même une petite. Là, il y avait une très très grosse thématique, hein. C'était chouette, quoi. Voilà, il y avait ce truc-là. Je me rappelle encore des scènes comme ça, des références à Moby Dick quand il défonce la vitre, etc. Ça m'avait frappé à l'époque, voire choqué de voir Picard furieux, quoi, de voir Picard rongé par la colère. C'était bien, ça. C'était fort. J'en ai chialé sur cette scène. Ouais, bah carrément, ouais, pareil. Et ben j'aurais bien aimé voir quelque chose de similaire. Ça, c'est de la bonne nostalgie, de ramener des scènes un peu denses et intenses. Il y a 10 épisodes quand même, quoi. Il y a 10 heures de série. Il n'y a pas une scène qui m'a rappelé ça. Et c'est tellement dommage parce qu'en plus le public est présent pour ce genre de truc, tu vois. Non seulement parce que c'est Star Trek, mais parce que depuis il y a eu des séries comme un truc tout con. Il y a eu The Expanse depuis. Les gens sont prêts à avoir ce genre de truc. Non. Comment non? Non. C'est pas la même chose, mais The Expanse. Mais tu vois, il y a eu ça. Putain, il y a eu une série de 9 bouquins. Les mecs, ils se sont dit, ok, on en fait une série de films. Déjà, de 1, voilà, c'est ce truc qui n'arrive plus aujourd'hui. Les gens sont prêts à avoir ça. Il y a eu le nouveau Dune. Il y a eu largement de quoi. Depuis, ouais, mais c'est resté confidentiel. Attends, The Expanse, c'est resté confidentiel. Et ensuite, après la saison 3, ils ont changé du diffuseur. Ils n'ont plus de budget. Ils n'ont plus investi. Et après, ils ont eu de gros problèmes. Mais les 3 premières saisons, elles sont juste Ils sont passés sur Prime. Oui, mais non, c'était pas possible. Et puis c'est toujours les auteurs qui étaient en scénariste, tu vois. Enfin, le public, dans tous les cas, c'est une des séries qui a le plus marché des années 2010, tu vois. Enfin, c'est pas un truc qui a été foutu au feu, qui a été oublié. Il y a une... Ah non, The Expanse, The Expanse, j'ai revu les 3 premières saisons 4 ou 5 fois et avec le même plaisir et la même passion. Mais là, pour le coup, pour Picard, je pense qu'après plus de 30 ans, c'est à un moment, il faut juste écouter, regarder avec son cœur de fan. Oui, bon, on est dans autre chose. Passer à côté, c'est-à-dire que si c'est de la merde, il faut le dire. Mais là, cet épisode, je suis désolée. On peut pas compter sur une série que pour les fans. C'est comme Star Wars, les 3 nouveaux. On peut pas compter sur le relancement et le nouveau souffle. Non, mais il faut y parler. C'est pas possible. Oui, mais je sais. Mais à un moment, il faut juste parler aux fans. Et moi, je suis prête. Je suis prête à découvrir que l'un des personnages est un traître depuis le début, ou que je sais pas, tu vois, je vais dire n'importe quoi, mais qu'il y a quelqu'un d'infiltré depuis 30 ans dans Starfleet, que Beverly, moi je pensais qu'elle était un métamorphe, enfin tu vois, des choses comme ça. Moi je suis prête à plein de choses, mais j'ai envie qu'on me parle. J'ai envie, par exemple, quand j'ai revu Shelby, mais j'étais folle de joie. Bon, on la voit pas beaucoup, mais rien que cette scène. Mais j'étais heureuse. Je me suis dit, mais on l'avait pas revu. Et dans l'un des précédents podcasts... Enfin, je suis désolé, Marina. Non, je suis désolé. Je peux pas te laisser dire ça. Revoir Shelby, ok, sauf qu'ils te refont le coup qu'ils t'ont fait sur tous les personnages Legacy. Ils l'ont buté au bout de 5 minutes, quoi. Je suis désolé. J'ai été obligé de les noter. T'imagines, j'étais obligé de les noter sur mon téléphone depuis le début de Star Trek Picard. Isheb, Hugh, Maddox,
Q, Ro et maintenant Shelby. Ça fait 6 personnages Legacy qui reviennent et qui se font buter, quoi. Et qui se font buter, en fait, c'est un grand chelem. C'est-à-dire que tu n'as aucun personnage Legacy hors maincast qui est revenu et qui ne s'est pas fait buter. Je veux dire à quel moment, et encore Q, entre nous, Noémie, à mon avis, c'est celui qui a le mieux, enfin, qui s'en sort le mieux. C'est-à-dire qu'il a une belle fin. Il a une belle fin par rapport à tous les autres qui ont vraiment des fins de merde, à commencer par cette pauvre Shelby. Non, je suis désolé, quoi. Enfin, je veux dire que... Enfin, je comprends pas, je suis désolé, je comprends pas. Tes scénaristes, tu les as vus, les saisons 1 et les saisons 2 de Picard. Tu l'as écrit déjà, la mort de Rose, c'est toi qui l'as écrit. T'es Monsieur Matala, c'est toi qui l'as écrit. Enfin, à aucun moment tu te dis, faut que j'arrête là. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est des cocaïnes. Tu sais, les mecs qui sont là avec leur... Ah putain, attends, je vais me faire une dernière ligne quand même. Attends, et là, non, mais je sais que c'est un peu beaucoup et tout, quoi. Mais l'épisode de Rose, il était bien. Moi, ça m'a pas dérangé à la fin qu'elle meure. Au contraire, elle avait servi... Non, mais je suis d'accord, Marina, mais c'est des tics scénaristiques. C'est des tics scénaristiques. Tu peux pas refaire la même chose encore et encore et encore et encore. Une fois, ça va. 2 fois, pourquoi pas. 3, 4 fois, 5 fois. Ça fait 6 fois, quoi. J'avais quand même remarqué que Picard, depuis le début, chaque saison, ils refont un peu les mêmes choses, hein, quand même. Le personnage qui a une sorte de programmation, qui ignore en fait qu'il a été programmé pour faire quelque chose et ça se développe au fil de la saison. Picard qui repense à la porte, qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Il y a plein de choses qui reviennent, en fait. Hein. Ouais, mais c'est pour moi, c'est incompréhensible. Bah, c'est un vrai défaut, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à votre discussion, c'est que, me semble-t-il, on avait déjà cette discussion-là, c'était quoi, en 2009, premier film J.J. Abrams est sorti, c'est ça, qui était que, visuellement c'est trop bien, ça révolutionne Star Trek, mais par contre, il n'y a pas de substance, c'est de l'action-aventure, et il n'y a plus cette ambition narrative, scénaristique, thématique, de raconter quelque chose, et on est encore dans la même ère. À chaque fois, moi, je suis frappé, je lis des interviews qui disent, c'est très cinématique, on a utilisé telle caméra, etc., tel procédé visuel, c'est trop bien, et en termes, par contre, de scénar, en termes d'intrigue, nada. Ça les intéresse pas, quoi. C'est exactement comme Discovery. Ça a vraiment de la gueule, mais ça raconte rien. Et ça raconte rien sur 10 épisodes, 12 épisodes, 15 épisodes, 18 épisodes. On est toujours dans la même lignée depuis 2009. On s'en sort pas. Je vais finir par parler comme un vieux con, Mehdi, mais tu finis par te demander si intellectuellement ils sont capables de raconter quelque chose, quoi. Enfin, moi je me pose vraiment la question. Je suis désolé, quoi. Hein. On a jamais eu, honnêtement, mais moi je vais parler du côté littérature, mais on n'a jamais eu des auteurs plus impliqués dans ce qu'ils faisaient, avec des histoires plus complexes. Les auteurs, ils existent. Les créateurs, ils sont là. C'est juste qu'on paye pas correctement les gens qui font leur taf. Mais il y a jamais eu, mais honnêtement, il y a jamais eu honnêtement, moi qui lis un peu trop, il y a jamais eu des histoires aussi fantastiques que depuis les années 2000. Honnêtement, les histoires, elles sont là. Les créateurs, ils sont là. Si on voulait qu'il y ait des histoires, que ce soit Star Trek ou autre chose, si on voulait qu'il y ait des choses au cinéma et en série qui valent le coup, on pourrait le faire. On ne le fait pas, c'est pas parce qu'intellectuellement les gens sont pas là, c'est parce que 1, on met pas le budget, et de 2, qu'ils s'en battent les steaks parce qu'ils savent que les gens vont regarder dans tous les cas. Regarde Harry Potter qui va avoir un reboot, les gens ils sont là, ils regardent. Il y a aussi tous les films, Ghostbusters ou ce que tu veux, la nostalgie, Stranger Things par exemple, c'est un bel exemple. La nostalgie fait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais si on voulait quelque chose d'original, les gens, ils sont là pour les écrire. C'est pas un problème d'intellect des gens qui écrivent. C'est un problème de toute façon, le public en a rien à foutre. Oui, mais il faut les acheter. Regarde Terminator, c'est basé sur une nouvelle de Harlan Ellison. Il y a DC Fontana qui a écrit pour Star Trek. Il y a des auteurs de science-fiction. Tanit Lee, elle a écrit pour Black Seven. Et ça a été une des seules à comprendre réellement la série. Il y a des auteurs de science-fiction, des autrices, qui ont toujours écrit, et des femmes et des hommes dans les années 60-70, qui ont écrit des scénarios fabuleux de science-fiction. Y compris pour Star Trek, d'ailleurs. Maintenant, pour Star Trek, DC Fontana, c'était pour Star Trek. Il y a beaucoup de scénarios qui sont incroyables, des scénaristes, des auteurs, des autrices, qui écrivent depuis les années 50. Et en fait, maintenant, le problème, tu as raison Noémie, c'est qu'ils n'investissent pas, ils ne mettent pas l'argent pour acheter des scénarios qui existent. The Expanse, c'est écrit par deux mecs qui sont appelés par le nom d'un troisième. Enfin, James S. Sickory, c'est Ty Abrams, c'est James Frank. Voilà, mais en fait, et j'ai découvert qu'un des mecs travaillait avec George R. R. Martin sur plein de trucs. Voilà, donc en fait, les auteurs sont là, derrière, il faut les faire venir sur les séries, il faut les faire travailler, il faut les payer.
Enfin, Michael Chabon était sur la première saison, ça a été de la merde. Non mais attendez, Terry Matalas, il fait de la merde. Faut pas exagérer, mais enfin, je sais, moi je suis désolé, je mets quand même un peu l'intellect en jeu, quoi. Franchement, les points, mais je pense que t'es un peu dur. Tu veux pas dire ça quand t'as des mecs comme Adrian Tchaikovsky ou Kim Stanley Robinson qui sont encore en vie aujourd'hui, qui écrivent des histoires comme tu les as jamais vues, qui sont prêts à vendre leurs histoires. Quand tu regardes, l'intellect c'est pas le souci. Regarde les prix Hugo qui sortent aujourd'hui, qui pourraient faire des putains de séries. Regarde les mecs qui sortent aujourd'hui, les histoires qui sortent aujourd'hui. Le problème c'est vous parlez pas de la même chose, lui. Il parle de l'intellect des gens qui sont aux commandes de Picard. Ouais, il parle de Alex Kurtzman. Je pense qu'il parle de Kurtzman et Satine. Et c'est juste que les mecs ils ont compris que tu pouvais pas écrire des histoires comme ça pour un putain de SMIC comme c'était payé à l'époque. Les gars des années 50-60 ils payaient leurs histoires pour un putain de McDonald's. C'était pour rien. Mythique. Une chose importante, c'est que Paramount Plus, c'est pas HBO, quoi. Ils ont pas la même ambition, ils ont pas les mêmes choix éditoriaux que HBO. Et donc ils vont pas faire des studio. Non mais c'est un immense studio la Paramount. T'as vu le fric ils ont pas l'ambition, c'est pas leur ambition, ça les intéresse pas. Ils ont pas d'ambition. C'est ça le truc. HBO, ils ont toujours fait l'effort. C'est autre chose. Ils investissent, ils prennent le temps. Les séries HBO, elles ont un certain gage de qualité, etc. Donc en général, on sait qu'en général, c'est pas toujours vrai, mais avec HBO, il y aura quand même une ambition, parfois qui est pas réalisée, qui réussit pas, etc. Mais il y a une ambition. Paramount Plus, HBO Max, beaucoup moins du coup. Parce que eux, ils veulent du catalogue, c'est Netflix, quoi. En gros, il faut plein de titres, il faut un gros catalogue, mais la qualité, on s'en fout. Et à la limite, ça pourrait faire fuir des gens. Donc c'est aussi des choix éditoriaux, économiques, c'est une stratégie commerciale. Ça peut aussi être correct, tu vois. Netflix, ils ont aussi fait des trucs. Ils ont acheté des films d'Alex Garland que personne voulait mettre parce que justement, ça aurait pu être des mais films c'est 1% de leur catalogue. 99%, c'est quand même pas terrible, le catalogue Netflix. Next Generation, c'était de la syndication à la fin. La syndication, c'est Alerte à Malibu, si tu veux, quoi. Donc c'est pas... Moi, le support, je suis désolé. Une fois que t'as ton job et une fois que t'es dans la writer's room, tu vois, c'est pas Paramount qui a dit que les décisions qu'il fallait buter Shelby, tu vois, parce que c'est la dernière scène dans laquelle on a parlé, quoi. Non mais c'est ça, t'as ton boulot, tu le fais. Nous, quand on fait pas notre taf, on se fait virer comme des grosses merdes. Et eux qui fassent pareil, quoi. Ils font de l'audimat, donc ça va, ça marche. Hein. Ouais, mais le souci, c'est que du coup, effectivement, comme il y a le fan service qui fonctionne bien, parce que pour le coup, dans l'épisode, ça fonctionne bien, et dans la saison, ça a bien fonctionné. Les gens ne retiennent que ça. Je veux dire, nous, on fait un peu la séparation. Bon, alors ça, c'est un bon point, ça, c'est un mauvais point, etc. On essaye d'être un peu juste dans nos avis. Hein. Des fois, on nous reproche d'être trop méchants, des fois, on nous reproche d'être trop gentils. Donc, c'est quand même la preuve qu'on essaye d'être vraiment au milieu et d'être les plus objectifs possibles, même si c'est impossible. Mais en tout cas, pour la plupart des gens qui regardent Picard, ça fonctionne. Là, j'ai fait un calcul, justement. Il y a un classement qui est sorti des 10 séries streaming originales qui sont les plus regardées. Picard est à la 9e place. J'ai fait alors en fait ils calculent avec des minutes. Ouais, pour la première fois. Donc Paramount Plus, en fait, c'est leur premier titre en fait pour eux à ce moment-là. Même le truc de Yellowstone, il y est pas à ce moment-là. Et donc du coup, il compte en millions de minutes. Donc j'ai fait une petite conversion et grosso modo, ça fait 5 millions de téléspectateurs en fait, en vrai. Donc c'est vraiment comme une chaîne du câble. Facilement. Non, là il parle. Je pense que c'est que aux US. Hein. Ah non, le truc de Hollywood Reporter que j'ai eu, c'est. C'était des milliards. Non, il parle. Les premiers. Ouais, de toute façon, c'est bidon. De toute façon, c'est indicatif. Ça sert à rien d'essayer de faire des valeurs absolues. Là, ouais, voilà. Mais bref, oui, mais peu importe. Ça te donne quand même une idée, une valeur. On peut au moins s'imaginer à quoi ça correspond avec des référentiels qu'on avait avant, qui sont par exemple 5 millions de téléspectateurs. Bon, c'est une chaîne du câble, quoi. De toute façon, moi, il me semble, de façon anecdotique et pas du tout scientifique, que la saison 3, elle rencontre plus d'écho, plus de succès, parce que c'est beaucoup plus la nouvelle génération, saison 8, quoi, quelque part. Bien sûr. Voilà. Puis qu'elle mérite plus, malgré toutes les critiques qu'on fait aujourd'hui. Ça mérite plus, c'est ce qu'on attendait depuis... Ça, on n'a pas cessé de le dire, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Et encore une fois, je continue de penser d'ailleurs que même si les saisons étaient exactement la même, mais que c'était la première saison, il y a beaucoup de critiques que je fais aujourd'hui que j'aurais pas fait de la même façon. Les morts des personnages secondaires, etc. Les Borg. Les portes, les Borg, etc. Tout ça serait passé comme une lettre à la poste, voire on aurait kiffé, alors que là, on kiffe pas du tout. Mais bon, voilà, quoi. Je continue de trouver qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté, et que j'ai du mal à m'expliquer et ça me rend un peu frustré parce que tu te dis que t'aurais bien aimé être scénariste à Hollywood et que tu te dis que t'aurais pas fait ou alors tu vois pas comment t'aurais fait des choix aussi pauvres, quoi. En fait, si, moi j'ai une explication, c'est que, alors déjà c'est évidemment, on l'a dit plein de fois, le format de narration feuilleton en 10 épisodes est à tout prix, mais c'est aussi que Kurtzman et toutes les séries qu'il produit, si vous regardez bien, toutes les histoires, tous les scénarios, tous les récits tournent autour des personnages.
Et en fait, il faut tordre le récit et la logique des événements pour que les personnages aient tel ou tel moment, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que des événements vont découler les moments que vont avoir les personnages. Là, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'histoire avec Jack, la façon dont c'est fait, c'est pour donner une scène à Troy. Mais du coup, si ça avait été logique qu'il soit kidnappé par Vadik, elle n'aurait pas eu cette fameuse scène de... J'en sais rien, je dis ça, je sais pas si c'est vrai, mais c'est un exemple en tout cas. Et c'est pas grave, elle n'aurait pas eu sa scène, mais les événements auraient été plus logiques. Et je pense qu'il y a un peu de ça en fait. En l'occurrence, quand même, on parlait de Game of Thrones, on parlait d'autres séries. Il y avait Ron Moore, donc, qui avait fait Battlestar Galactica. Je suis désolé, j'y reviens, mais quand même, c'est une immense série qui était née de ses frustrations à bosser sur Star Trek Voyager. Des choses qu'il avait l'ambition de faire sur Voyager, qu'ils avaient un peu tenté, vite fait, vaguement, sur quelques premiers épisodes, et qui ensuite avaient été refusés par Braga à l'époque et les autres, parce que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une série beaucoup plus classique, standard. Ils voulaient pas de réalisme, ou ils voulaient pas comment on fait pour avoir de l'eau, comment on fait pour avoir des ressources naturelles quand on a un vaisseau qui est perdu dans l'espace. Ça ne nous intéresse pas, ça va trop loin. Et surtout, les séries de la nouvelle ère, des séries télé comme Game of Thrones ou Galactica, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, ils sont mis en avant, comme pour Picard, mais c'est des personnages qui sont compromis moralement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment l'antithèse. C'est un truc qui a été... Ouais. La série de Game of Thrones... C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de Star Trek, et moi, j'étais vraiment curieux de voir un Star Trek post-Galactica où on pouvait avoir des personnages qui pouvaient être comme ça confrontés choix et à des compromis, à des compromissions. Non mais ça, Mehdi, on l'a déjà eu dans Deep Space Nine, même dans la nouvelle génération. C'est simplement que c'était pas aussi gritty que peut l'être Game of Thrones. Et là, quand il essaie de le faire avec DS9, c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. DS9, ça va loin. Pouvait encore aller encore plus loin. Ça va très très loin. Ça va. Non mais Deep Space Nine, quelque part, je suis d'accord, mais donc ça veut dire que les séries actuelles, en fait, elles ont reculé par rapport à Deep Space Nine. C'est ça l'ironie. Non mais c'est simplement qu'ils savent pas le faire correctement. Ils ont pas envie de le faire. Picard et Beverly, ils se concertent. Est-ce qu'on la bute Vadik ou on la bute pas ? C'est exactement ce que tu t'espères voir, mais finalement c'est de la merde en fait. Ça correspond pas au personnage, ça a aucun sens dans le moment. Enfin, on va pas y revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Bon, si on avançait dans cet épisode. Ouais, de toute façon là, il y a la frontière D, tu l'as déjà dit. Il y a Shelby qui se fait dézinguer. Tous les jeunes se font borgiser, se font assimiler. Du coup, moi je trouve c'est bien quand même. Ouais, j'y reviens à ce plan que je trouve quand même qui est pas mal parce qu'il est très insidieux et il fonctionne très bien. Il y a juste moi un petit regret, c'est que j'aurais aimé quand même une petite justification sur Beverly. On pourrait qu'elle a été d'une manière peut-être inconsciente par Jack, mais mise sous influence qui aurait justifié le fait que pendant 20 ans on l'ait plus vue, quoi. C'est le seul petit truc qui moi me manque, mais sinon je trouve que ça fonctionne très bien. On a parlé de la scène de borgisation, je la trouvais un peu cheapos moi perso, les personnages qui se retournent très lentement face caméra avec les yeux comme ça. C'est très esthétique justement, ça me faisait... Ah c'est vrai ? Bon bah écoute. En fait moi ça me fait penser à un de mes auteurs préférés, donc du coup je suis très client de ce genre de truc, ça fait très Vandermeer. Ce genre de body horror un petit peu lente et un petit peu presque un conte. Tu sais, c'est très éthéré en fait, c'est genre du body horror mais tout doux, tout mignon. Genre c'est horrible, en même temps tu te dis « Oh, c'est joli !» Et ça fait très ça. J'aime beaucoup ce genre de truc de « Oh, regarde comme ils sont mignons, ils se font dégasser la gueule. Oh, c'est joli !» Voilà, ça, je suis très cliente de ce genre de truc. Moi j'ai bien aimé aussi, et d'ailleurs il y a un truc que je veux noter, que je veux dire parce que je me le suis noté, c'est Matalas qui réalise l'épisode, et enfin il a trouvé le trépied de la caméra qui est rangé sûrement au fond d'un placard. La caméra ne tremble plus, ça y est, c'est fini. Là enfin on a des plans fixes qui sont fixes. Galactica depuis tout à l'heure, et vous dites que là d'un coup ça tremble plus, vous êtes content, non mais quand même. C'est moi qui fais de l'échec Galactica, moi c'est depuis toujours. De Discovery me faisait vomir à cause de la caméra qui tournait dans tous les sens, où ça n'avait aucun sens. Là, enfin, des plans fixes qui sont fixes, ça fait vraiment plaisir. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, des fois, il y a des trucs qui pêchent un petit peu, notamment la mort de Shaw. La mort de Shaw, je suis désolée, ça passe pas. Clairement, ouais. Ça, c'était le gros point de l'épisode quand même. Autant c'était quand même une belle mise en scène, mais alors là... C'était nul, hein. Franchement, c'était nul. De le tuer et la façon de le tuer. Ils pouvaient pas le prévoir, mais c'est surtout une opportunité ratée énorme parce que ça a été la grosse réussite des nouveaux personnages de cette saison. Mais oui. Et clairement, c'était la base pour une prochaine, au même titre que Pike est devenu, Pike et Spock, mais surtout Pike s'est imposé dans Disco. Shaw et Seven étaient en train de s'imposer pour
le prochain Strange New World, si tu veux, le Legacy ou whatever. Et là vraiment, alors bon, ça c'est plus excusable parce que tu peux jamais savoir avant si un personnage va prendre ou pas prendre. Mais c'est vrai que là ils sont petits suicidés, quoi. C'est d'une grande. Ouais, peut-être. Mais il est bien mort quand même. Autant Ro la reine, il y avait du, il y a toujours d'ailleurs un petit doute. Il y avait un moyen. Autant tu sentais qu'il y avait même une volonté de cacher sa mort. Autant là, bon, il est là avec les yeux grands ouverts vers l'infini. Une petite dimension parallèle. On fait un petit voyage, on retrouve, tu vois. C'est bon, quoi. C'est pas un souci. Oui. Voyage dans le temps, on change d'histoire, boum. Non, mais surtout que non, là, il dit bien, il confie les rênes à Seven, donc on sait très bien que s'il y a un Star Trek Legacy, ça sera Captain Seven, et puis voilà. Captain Seven, c'est bon ça. Ouais, mais c'est dommage parce que finalement, on rigolait avec Captain Connard depuis le début de la saison, c'est comme ça qu'on appelait Shaw au début, et finalement, c'était quand même une volonté, c'est un peu une ancienne volonté de faire une série avec un Captain Connard, en fait. C'était un peu la volonté de la première saison de Disco avec Lorca. J'ai oublié, avec Lorca, qui était excellent, et finalement faire une série avec un Captain Connard, tu vois, Connard dans le sens pas un mec t'as envie d'être son pote en fait, tu vois, mais qui a un bon fond, mais qui voilà, je pense que ça aurait vraiment pu faire 1 ou 2 saisons vraiment très cool en fait, et c'est pour le coup c'est pardonnable, mais c'est un gros gâchis, gros gâchis. Je pense que t'as tout dit, aurait pu, c'est Star Trek Picard, c'est aurait pu. C'est ça, ouais. Ça part d'une très bonne idée, ça aurait pu être bien. On aurait pu avoir des trucs grandioses. En plus, on a des visuels magnifiques, on a une équipe technique qui clairement est présente, on a clairement des gens qui sont passionnés par leur métier. Et puis, comme dans Game of Thrones, ça des connards de scénaristes qui ont décidé qu'ils savaient mieux que tout le monde. Voilà, aurait pu. Non mais Game of Thrones, le problème, c'est comme tu le sais très bien, c'est qu'il y a 5 bouquins, George R. R. Martin n'a rien écrit après, et en fait, on a découvert... Martin a dit... Attends, on va faire un challenge... Débat de Star Galactica, on en parle quand, merde. Ce qu'il voulait... On ne parle plus de Game of Thrones. On parle de Galactica à la place. N'empêche qu'il leur a dit la fin. Et non mais Noémie et moi, on a envie... Attendez. Attendez. Vous êtes en train de faire ce que Marie-Paul n'aime pas du tout, c'est vous interrompez 2 femmes qui sont en train d'échanger. Donc Noémie, je sais ce que tu vas dire, mais maintenant, the stage is yours. Vas-y, dis ce que tu as dit. Martin a dit la fin, et ces 2 connards, ils ont dit que ah non, c'était de la merde, on n'allait pas la suivre. Donc à partir de là, pour moi, c'est void. Voilà, ils ont dit quelle était la fin, il leur a décrit ce qu'ils voulaient faire, il leur a même donné en avant-première les chapitres de TWO et de Song of Spring. Ils ont décidé de dire non parce qu'ils ont pas mis Fake Aegon et ils ont pas mis plein de personnages. Et du coup voilà, la question c'est pas qu'il a pas écrit les bouquins, il leur a donné la fin. Et là, mais les 3 dernières saisons, on est d'accord qu'il y a quand même des vides scénaristiques. Les combats. Finalement, Marina et Noémie, vous êtes un peu comme les scénaristes de Picard, vous avez du mal à rester focusé sur le sujet en cours, quoi. Non, on parlait de l'absence de bons scénaristes dans la série. Et on prenait l'exemple de Game of Thrones. Exactement, parce que c'est l'exemple le plus parlant. Mais merci les mecs pour ce grand moment où Marie-Paul devrait où participer à ce podcast. Pardon. Mais on part du principe d'un principe qui est très bon, avec une histoire qui aurait pu être très bonne. Honnêtement, quand tu regardes le scénario de la première saison de Picard, tu vois pas de souci avec. Juste le scénario, sans aller dans le détail, le scénario il est très très bon. Maintenant, ce qui est important dans une série, c'est les détails, et les détails ils sont pas là. Ça aurait pu, tout le long aurait pu. La saison 3, enfin vraiment, ça aurait pu être la meilleure série, la meilleure saison de Star Trek depuis des années. Ça aurait pu, et ça commençait comme ça, les 2 premiers épisodes là de la saison 3, ils étaient fantastiques. Ça allait peut-être, vu le niveau du reste, donc... Ça allait peut-être malgré tout, mais... On sait très bien que la dernière épisode, ça sera pas comme ça, mis à part s'il fait 2h15, on sait très bien que ça va juste être un truc genre, oh mon dieu, cliffhanger de ouf pour la saison 4, et qui vont faire pareil pour la saison 4, et qui feront pareil pour une certaine saison 5, pour laisser mourir la série. La saison 3, c'est la dernière, c'est sûr. Par contre, je suis archi d'accord avec ce que vient de dire Noémie, je vois pas de résolution qui ne soit pas Deus Ex Machina dans ce dernier épisode. C'est-à-dire que c'est tellement énorme ce qui vient de se passer. Je veux dire que là, même, bon, on va parler de la fin, mais la scène est cool. Mais finalement, qu'ils reviennent sur Terre avec leur navette qu'ils avaient ou qu'ils reviennent sur Terre avec l'Enterprise, ça change pas grand-chose, en fait, hein, parce que en face, ils ont 457 vaisseaux qui sont 30 ans plus modernes que la leur, de toute façon. Donc, je comprends même pas très bien quand à la fin Picard dit set a course for Earth, maximum warp, je me suis dit, mais pourquoi faire en fait, c'est quoi le plan? La même chose. Mis à part pour le fan service, pour faire tirer l'alarme. Pour faire engage et make it so, j'ai chialé. Mais mis à part pour faire tirer l'alarme aux connards de nerds que nous sommes tous, il y a aucun intérêt. Mais Romain, me dis pas que t'as pas eu des frissons à la fin de ces derniers actes. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas eu de frissons. Alors là, pour le coup,
autre problème, à mon avis, de rythme, mais ça, c'est peut-être personnel. Pour moi, il y a un problème de tonalité dans cette dernière scène. Et ça, je pense que je la ressens parce que je suis papa. Et peut-être que je l'aurais pas ressenti à 10 ans ou il y a 20 ans. Mais dans cet équipage-là, donc ils sont combien, 6 ou 7, 6, peut-être 7. Il y a Picard qui a perdu son fils, Beverly qui a perdu son fils, et Geordi qui a perdu ses 2 filles, en fait. Et Riker et Troy qui ont leur fille qui, normalement, est à San Francisco, d'après ce qu'on nous a dit. C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça, t'as raison. Donc elle est en danger et Riker aussi. et Troy qui potentiellement Il y a que Data et Worf, ils sont tranquilles, ils ont pas de progéniture. Sans compter le fait que, en effet, la Terre est attaquée, donc le temps qu'ils reviennent, peut-être que la Terre sera rasée, totalement rasée. Moi, ça me pose quand même un petit problème. Alors, je comprends le côté émotionnel de revoir l'Enterprise et tout, mais là aussi, pour moi, il y a un problème de timing et un problème de tonalité. C'est-à-dire que, ok, ils reviennent dans l'Enterprise, ok, moment d'émotion. Sauf que moi, tu me retrouves le doudou que j'avais quand j'étais petit, tu me le donnes maintenant, je suis très ému parce que je suis en machin. Tu me le donnes à l'hôpital où j'ai un de mes proches qui est en phase terminale, je vais être un petit peu moins touché de revoir mon doudou d'enfant. Je vais même te dire, mais tu sais, j'en ai un peu rien à branler en fait de mon doudou, quoi, tu vois. Et moi, ça me pose un gros problème. C'est-à-dire que quand tu les vois à la fin, et en particulier Geordi qui est là, et il est tout fier, il monte son vaisseau, t'as vu, j'ai bien travaillé et tout. C'est son premier enfant. Non, mais honnêtement. Mais c'est vrai, c'est son premier bébé. Ouais, enfin, c'est pas la même chose, je pense, quand même. Pour moi, le moment où cette scène est située, encore une fois, ça fonctionne pas. Il aurait fallu le faire pareil, tu vois, il aurait fallu qu'il y ait un décalage. Il aurait fallu que d'abord il y ait la partie où ils comprennent que les vaisseaux vont être contrôlés, vont être piratés. Ensuite, ils prennent le contrôle de l'Enterprise. Et ensuite, il y a la prise des jeunes, en fait. Mais le problème, c'est que d'avoir mis la prise des jeunes avant la prise de l'Enterprise, bah non, émotionnellement, c'est trop fort, en fait. Ça peut pas fonctionner. Qu'ils abandonnent les jeunes avant qu'ils soient complètement... Bah, peut-être qu'ils savent pas, parce que finalement, les deux sont décorrélés, si tu veux. C'est d'ailleurs une des questions qu'on se posait avec Guigui, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre, dans le plan des Dominions et des Borg, est-ce qu'il y a une corrélation entre le kidnapping de Jack et la prise de contrôle des vaisseaux? Et là, je te parle pas des jeunes. A priori, il n'y en a pas. A priori, les Borg ont piraté les vaisseaux et à travers Jack, ils vont contrôler, ils vont borgifier les jeunes, en fait, si tu veux. Il aurait peut-être fallu pas faire tout en même temps. Les changeants qui ont préparé le terrain, et effectivement, il y a deux parties au plan. Il y a celle de pirater les vaisseaux. C'est pour ça que le mode connecté, c'est vraiment... En fait, c'est la même histoire que dans Prodigy, quasiment. Et de pirater les jeunes, en fait. Et donc, comme disait Romain, ils auraient très bien pu comprendre que les vaisseaux connectés, c'était une mauvaise idée. Aller sur l'Enterprise D à ce moment-là, et après seulement les jeunes sont en danger, parce que c'est vrai que de voir que tout le monde, ils ont l'air très contents, ils rigolent presque. C'est ça va Worf, pas. J'ai détruit l'Enterprise, c'est marrant. Ouais, mais non, je suis désolé, ils devraient être pétris d'inquiétude et d'angoisse à ce moment-là. Ouais, mais dans ce cas-là, comment tu fous les jeunes dans le truc? Parce que là, du coup, si jamais tu fais ça à l'envers, comment tu les intègres dans le truc? Parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont avec toi sur l'Enterprise, ou est-ce qu'il faut que vous vous sépariez? Oui, tout à fait, exactement. Pourquoi pas? Oui, par exemple. Pourquoi pas? Oui, parce que ils te disent qu'en fait, ils prennent l'Enterprise D parce qu'il est déconnecté. C'est comme le Galactica Battlestar, quoi. C'est tellement une vieille pièce de musée que du coup, c'est ce qui va en faire sa force. Ils auraient très bien pu abandonner le Titan pour l'Enterprise D, parce qu'il est dit plusieurs fois que Titan est à la pointe de la technologie, qui est connecté. Il y a plein de trucs qui sont automatisés. C'est dit plusieurs fois dans la saison. Du coup, ils auraient très bien pu changer de vaisseau à ce moment-là. Et après seulement, il y avait la borgisation de tous les jeunes. C'est peut-être un détail, hein. Comme je te disais, à ce moment-là de l'épisode, j'étais plus de très bonne humeur. Mais moi, ça m'a quand même chamboulé, si tu veux. Ça m'a chamboulé, pas pour tous les personnages, mais ça m'a quand même assez fortement chamboulé pour Geordi en particulier, à travers Geordi Data. Enfin, tu vois, ça m'a chamboulé, en fait, si tu veux. Même, il y a une excellente scène avant avec Geordi, on en a pas parlé, mais qui est vraiment excellente, où Geordi dit à Data, tu pourrais pas être un petit peu plus optimiste. Et Data lui répond, j'espère qu'on va mourir vite, avec une tête, pour être spinner, une tête vraiment improbable. Je suis plié de en rire, mais en même temps, quand j'ai revu l'épisode, ça m'a encore plus marqué pour le coup. Là aussi, émotionnellement, elle est compliquée cette scène, parce que c'est Geordi qui lui dit, tu peux pas être un peu plus positif. Le mec vient de perdre ses 2 filles, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je pense que les parents autour de cette table, c'est intense, quoi. Tu vois, et ouais, je trouve qu'il y a un problème de tonalité. Et ça me fait chier parce que pour le coup, c'est des scènes que j'aime bien. Aussi bien la scène avec Geordi et Data que la scène de l'Enterprise. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Data, il est vraiment très bien dans cet épisode. On le voit pas beaucoup, mais ce qu'il fait est très important, très intéressant. Il essaye de consoler Picard, même si c'est impossible. Il lui met la main sur l'épaule, ça fonctionne bien. Quand il y a Geordi qui veut aller justement aller sauver ses filles, c'est Data qui le retient, qui lui dit mais écoute, là tu peux rien faire, donc ça sert à rien à part mourir. Enfin, et du coup il a vraiment pris à bras le corps son humanité entre guillemets, et du coup il l'incarne très bien, quoi.
Je trouve qu'on n'a jamais autant retrouvé Data de Next Generation pour le coup. Et là, j'inclus même First Contact et j'inclus même Generation. Je trouve qu'on n'a jamais... Parce que même les scènes où c'est lui qui comprend l'histoire de... l'histoire du piratage des transporteurs, etc., là, je trouve... Là, je me suis dit, putain, j'ai vraiment eu l'impression de voir une scène de Next Gen. D'ailleurs, c'est peut-être ma scène... C'est bizarre parce que c'est peut-être ma scène préférée, qui est pourtant la moins importante. Peut-être c'est cette scène d'explication du plan des trucs. Non, parce que j'ai trouvé que l'explication était pas mal. Et j'ai trouvé que vraiment on était dans du Next Gen, là, pour le coup. Mais en tout cas, c'est vrai que la scène en elle-même aussi, hein. C'est celle où tu le vois le plus, lui aussi. C'est vrai que la scène sur l'Enterprise D, c'est vrai que si on oublie le côté, c'est dans le contexte, ça marche pas, etc. C'est vrai que la scène en elle-même, elle est plutôt cool. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas, et notamment, moi, c'est pareil, c'est un détail, mais ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la voix de Majel Barrett dans la voix de l'ordinateur. Ça a fait vraiment, vraiment très plaisir, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'il y a plus de lumière. Je ne sais pas si ouais, putain, j'allais dire, Marina. Dans l'obscurité. Il y a la lumière, ils font tous des commentaires sur la déco. La moquette. Le Data qui caresse sa chaise, la moquette. Mais c'était... Worf qui fait des blagues, Diana qui le met en boîte, et il s'assoit. Et la scène à la fin, quand Riker et Troy sont assis de part et d'autre de Picard, comme dans la série, que Picard dit « engage », « make it so », et t'es là, mais moi j'étais à fond sur mon truc, je souriais béatement comme une gamine. Voilà, donc moi j'étais... voilà, alors que mon petit garçon était en train de regarder la maison de Gaby qui est juste derrière Picard. C'est exactement ça, je crois que toute la saison 3, en fait, elle mène à ça, c'est un long build-up vers cette scène, en fait, c'est ce qu'on attend. Tout le reste, en fait, est du détail, est traité par les scénaristes comme du détail, parce que c'est ça, en fait, le climax, quoi. Pour moi, affectif, émotionnel de la saison, quoi. C'est ça que tout le monde attendait. Enfin, si c'est ça qu'on attendait, on est heureux, et c'est le cas de beaucoup de fans, donc ça explique pourquoi... Moi, je suis heureuse. J'étais extatique à la fin de l'épisode. J'étais extatique. Mais il était temps, quoi. Et ils peuvent... Oui, il était temps. Mais oui, mais je suis d'accord, la saison... Non, mais attendez, je suis pas en train de dire que Picard est un chef-d'œuvre, qu'il faut pas y toucher, que les sacro-saints versets de Gene Roddenberry ne doivent pas être touchés et qu'on ne doit pas jeter l'opprobre sur la série. Attendez, je suis pas du tout... je mange pas de ce pain-là. Les 2 premières saisons m'ont vraiment ennuyée. Le début, la 3e saison, j'étais contente de retrouver l'équipage. Je suis la première à râler parce que ces pauvres filles, Diana et Beverly, ont vraiment été mal servies. Là, pour le coup, j'étais contente. Elles avaient des scènes, elles servaient le scénario. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse à la fin de l'épisode. Mais qu'ils se retrouvent tous ensemble. Mais il manquait plus que Wesley. Ah non, s'il te plaît, non. C'est bon, on peut zapper. Non. non, mais j'exagère. Wesley, moi je veux qu'il revienne. Non, mais j'exagère. Mais franchement, attendez. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont tous mourir dans le prochain épisode. Dites merci à Jordi d'avoir passé ce week-end à retaper le vaisseau quand même. Hein. Ouais, merci Jordi. Franchement. Dans le garage. Il a un gros garage, Jordi. Il a pas de vie. Mais même ça, je tiens à dire que même ça, comme quoi, quand Matalas veut faire du détail, il y arrive. Le coup d'avoir amené la Prime Directive qui explique qu'ils ont dû ramener le vaisseau de Veridian 3, etc., bah, elle est super convaincante, cette explication, bizarrement. Et tu vois, c'est des détails, mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. J'aime les détails qui sont expliqués en une phrase. Vraiment, tu vois, c'est pas long, quoi. Ouais, il l'a dit en une phrase. Ouais, bah, il y a Prime Directive, Veridian 3, ça a pris 1 seconde 22. Et ça, justement, dans Discovery, on l'a souvent dit, et ben, les petites phrases comme ça d'explication, il les faisait même pas, tu vois. Donc, c'est clair, c'est pour ça aussi que malgré le fait qu'il y a plein de choses qui soient bancales, on sent quand même qu'il y a une sincérité de bien faire. Après, on sait pas pourquoi exactement il se vautre sur des trucs, comme l'a dit Romain tout à l'heure, qui sont pourtant faciles à éviter. Bon, bah, ça, on aura la réponse que si jamais on réussit à interroger Matalas toute une nuit, voilà, en le menaçant s'il répond pas de manière sincère. C'était beaucoup, là, c'était très HBO, ça, comme phrase. On finira par le savoir, comme on finit par tout savoir, mais ouais, c'est décevant parce qu'il y a beaucoup de bons trucs en fait dans cet épisode. En vrai, il y a beaucoup de bons trucs dans cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion du coup ? Eh ben que c'était bien, mais voilà, c'était trop tard. C'est bien par rapport au reste, mais ça veut pas dire que c'est bien tout court. Ouais, c'est bien par rapport au reste. Moi, j'ai passé un bon moment et j'avais le sourire. Voilà, ça m'a rendu le sourire. Merci. Et toi, Mehdi ? Moi, je me pose toujours des questions sur les feux d'artifice dans l'espace.
Je suis désolé, mais... Oui, bah c'est peut-être des hologrammes, hein. C'est peut-être des hologrammes. Donc, tout s'explique. Non, que dire. Moi, en fait, j'ai été un peu perdu dans la saison. Je me rappelle très bien du moment. On n'a pas beaucoup parlé de Jack, faut dire. C'est un détail dans l'épisode, mais moi, Jack, il m'ennuie beaucoup depuis le début de la saison. Et je trouve que le personnage est pas très intéressant. Et je trouve que finalement, le bon côté de cet épisode, c'est qu'on voit peu de Jack. Et ça m'a soulagé. Enfin, parce qu'on l'abandonne depuis le début, il est central à l'intrigue, alors qu'en fait, le personnage, je dis pas l'acteur, mais le personnage est fadasse, je trouve. Donc, je trouve que comme je disais, cet épisode, au moins ce qu'il a de bien, c'est qu'il est beaucoup plus cohérent par rapport au projet éditorial de la saison, qui est de faire revenir l'équipage de TNG sur le pont du Enterprise D et de faire des remarques sur la moquette, etc. Et ça, c'est bon. Ça, j'ai aussi beaucoup apprécié ce moment-là, même si c'était what the fuck quand même à mon avis. Et voilà quoi, il faut pas chercher plus loin pour le plaisir que nous... Le passif agressif de Mehdi, il est imbattable. Imbattable. Personne ne peut le battre, Mehdi. Si, Worf peut-être. Ah, même pas. Je pense voilà. que... Bref. Je retrouve mon Mehdi. Ça, c'est mon Mehdi que j'aime. Je le prends comme un compliment, alors. Que dire d'autre, à part que vous avez tous les 3 raisons, tous les 4 raisons. Moi, ce qui me fait un peu chier à la fin de cet épisode, au-delà de toutes les critiques que j'ai fait, c'est que, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure avec Noémie, c'est que je vois pas comment ils vont s'en sortir sur le dernier épisode, qui s'appelle The Last Generation, hein, rappelons-le, parce que les enjeux sont très forts, parce qu'ils sont dans leur vaisseau tout pourri, et que je vois, enfin, je suis très inquiet quoi pour le dernier épisode en fait. La vérité, c'est que je suis très inquiet. Maintenant, ils nous ont fait une espèce de... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous ont fait une espèce de Star Trek, les films en version série, c'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as un mauvais épisode, un bon épisode, un mauvais épisode, un bon épisode, un mauvais épisode. Donc peut-être que le prochain... Et manque de peau, jusqu'à présent, dans les podcasts, je me tape tous les mauvais épisodes et j'étais aucun là pour les bons, donc ça commence à bien m'énerver aussi. Donc peut-être que on va avoir une surprise... Souviens-toi qu'on avait dit ça, c'était vrai pour les 8 premiers films, mais n'oublie pas que Nemesis avait cassé cette tradition. Cette tradition. J'espère que la tradition sera pas cassée. J'espère qu'on aura une bonne surprise la semaine prochaine. Je suis inquiet parce que j'ai peur qu'il y ait vraiment une conclusion extrêmement rapide à un Deus Ex Machina et je vois pas comment ils vont s'en sortir. Ouais, c'est vrai que moi c'est la question que je me pose. Comment est-ce qu'ils vont sauver la situation? On sait très bien qu'ils vont pas demander de l'aide au collectif de Borgatis, qui aurait pu être intéressant. Non, mais d'avoir... ça va être Jack. Enfin, oui, moi, ça va être Jack. Ouais, mais bon, ça va être un truc un peu cheap, quoi. Du coup. Mais par contre, moi, ce que je me demande vraiment, c'est qu'une fois que la poussière sera retombée, les conseillers et conseillères de la fédération, ils vont avoir du boulot, parce qu'il y a toute une génération de cadets de Starfleet et ils sont traumatisés, les gars. À mon avis, c'est sûr. Surtout, il n'y a plus de vieux, puisque tous les vieux sont morts, quoi, surtout. Attends, on ne sait pas s'ils ont tous décidé de les buter, on verra. J'espère pas. En fait, c'est l'âge de cristal. Voilà. Parce qu'ils ont été chauds avec les 25 ans. Parce que plus de 25 ans dans une génération qui peut vivre jusqu'à... Quel âge il a, Picard? Il a 102 ans là, à ce moment-là, je crois. 110 ans. Donc tu peux imaginer que là, pour le coup, senior, 25 ans, t'es gosse. Donc dans la fédération, tu peux imaginer que t'as, à mon avis, 80% de personnes qui ont plus de 25 ans, quoi. Donc ça fait du monde quand même. Hein. Soit dit en passant, Jack, il a quel âge, Jack? Il a 23-24 ans, c'est ça? Il a 21 ou 22 normalement. Ouais. L'acteur faut qu'il arrête le crack. C'est là qu'ils m'ont perdu en fait. C'est là non. que la saison a sauté le requin pour moi. Quand Picard lui dit t'as quel âge toi? 23-24? D'accord. Non, il y en a clairement 30-35. Tu connais? Non mais... pour les fans des Simpsons, ça me rappelle Hans Moleman dans les Simpsons, qui est un de mes personnages préférés, qui tu sais, c'est le vieux qui va dans la fac, qui fait Kawabanga. C'est exactement ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa de parler de cet épisode avec vous. On a quand même bien rigolé. Donc, c'est le moment de faire le petit point promo ou roco. Qu'est-ce que vous avez à promouvoir ou à recommander, Noémie? Alors là, c'est une excellente question. Il y a le Mandalorian, dernier épisode qui sort mercredi. C'est pas trop mal, ça. Pareil, première saison, pas ouf. Deuxième, troisième, pas mal. Voilà. Et puis sinon, je sors des vidéos tous les dimanches. Donc voilà. Retrouvez-moi tous les dimanches sur YouTube. Ok, donc ce soir, parce que le podcast sortira normalement dimanche matin. Et toi, Romain? Pour le coup, Mando, moi je trouve la dernière saison très bien. En plus, c'est un arc que j'adore, les Mandaloriens. Enfin, c'est bizarre de dire les Mandaloriens dans The Mandalorian, mais l'arc des Mandaloriens, j'adore. Pour le coup, je suis plus excité par Picard cette année que par Mando, malgré tout. Mais c'est très personnel. Moi, personnellement, je vous recommande un podcast sur X-Files que j'écoute avec beaucoup d'amour toutes les semaines. Le dernier vient de sortir et il parle de X-Files Fight the Future, qui est donc le film maudit qui a ruiné le moral d'une génération entière
commentaires de fans. C'est un podcast que j'aime beaucoup parce que il y a une espèce de dichotomie entre une sorte de Benny Oui-Oui, fan de Chris Carter, et un monsieur légèrement cynique mais fort à propos dans ses idées qui s'appelle Mehdi, plus deux invités qui sont toujours excellents. Et blague à part, c'est vraiment un podcast vraiment excellent. Moi, c'est une série que je redécouvre grâce à vous, les amis, Mehdi et Guillaume, et Manu qui est pas là, et Mara que je connais pas, que j'embrasse si elle m'écoute. Et c'est une série que je redécouvre parce que je me rends compte que c'est une série que j'ai mal vue, c'est-à-dire que ce sur quoi j'apportais le plus d'attention, c'était pas le plus important. Ce que j'ai un petit peu ignoré en pensant que seule la mythologie comptait, c'était là qu'il fallait donner toute son attention. Et c'est une série qui est très agréable à redécouvrir en 2023. Donc voilà, excellent podcast, série à revoir, je vous le recommande. Ah bah merci. Et justement, bah c'était ça, moi, ma promotion à moi, notamment pour dire que le 15 mai, on est en avril, ouais. Donc le 15 mai ou le 14, je sais plus, c'est un dimanche en tout cas, sur la chaîne Twitch C'est toi la radio de Mara, on fera le jeu vidéo point and click de X-Files parce qu'il n'y aura pas de podcast avant le 10 septembre. On parlera de la saison 6 pile poil pour les 30 ans de X-Files donc. Et toi, Marina ? Alors moi, je vais pas être originale, j'enchaîne sur le Mandalorien. Moi, j'ai adoré les 2 premières saisons. J'adore juste le bébé Yoda, c'est juste pas possible. Il me fait penser à mon fils. Dans le genre, je fais des bêtises, je suis un chenapan, je suis un coquin. J'ai juste envie d'un petit bébé comme ça. Moi, je l'ai déjà à la maison, mais j'adore cette série. J'adore Pedro Pascal. Je suis amoureuse de lui, ça c'est clair. Yes. Et là, j'adore cette saison. T'as vu que c'est un bon parti, Pedro Pascal. Il a touché $600,000 par épisode pour The Last of Us. Hein. Tu peux essayer de l'épousser. Non, mais il pourrait être pauvre, on le prendrait bien sûr, quand même, t'inquiète pas. Non mais attends, Romain, on va être réaliste. C'est pas comme si on allait se rencontrer dans la rue, qu'il allait se retourner sur moi et se dire pas mal. Allez. C'est jamais jamais. Il faut croire en tes rêves. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, moi j'adore le Mandalorien. J'ai adoré le dernier épisode. Et voilà, c'est juste, j'adore Andor et le Mandalorien. Et dans mon actualité, il se trouve que dans mon boulot, j'enregistre des podcasts sur la prospective, et donc on invite des auteurs de science-fiction à discuter de thématiques. Donc la première, c'était sur l'intelligence artificielle, deuxième, c'était sur l'alimentation, et c'était assez compliqué d'ailleurs de donner des exemples concrets parce qu'entre le cannibalisme et puis les pilules, voilà. Et là, le troisième, on a parlé de mobilité et on a parlé de Star Trek, mais tout le temps, de mon intro aux échanges entre Emmanuel Brault, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Walter Kurtz des tapiers, et notre experte mobilité. Et donc, on a échangé là-dessus sur une civilisation. Du jour au lendemain, en fait, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais les gens sont lancés sur les routes à bord de véhicules, des Renault, des Peugeot, des véhicules tout pourris. Et il y a des gens sur le bas-côté qui sont des espèces de hippies qui rejettent la voiture. Et en fait, tout ça... monte crescendo jusqu'à une espèce d'équipée sauvage à la Mad Max. Mais voilà, donc ça et le podcast a été enregistré hier et il sortira dans 2 semaines. Voilà, donc ça c'est ma grosse actualité SF. Ok, et toi, Mehdi ? Moi, je peux vous parler de ce que je regarde. C'est pas Mandalorian en l'occurrence. J'ai lâché Mandalorian il y a un long moment. Je crois que j'ai même pas fini la saison 1 tellement j'étais pas dedans. C'était pas pour moi, je crois. Je préfère Star Trek, je crois. Donc non, moi c'est pour me distinguer un peu, c'est la série chinoise Three Body Problem, la version chinoise du Problem at Record. Ah non, non. Pardon. D'accord. Ça venait du cœur là. Voilà, non. Je peux pas laisser passer ça. Non, je peux bah pas voilà, en passer tout cas, c'est loin d'être parfait, mais j'adore le roman. Hein. Les 3 romans sont merveilleux. La série télé, elle est loin d'être parfaite, mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de regarder une série de science-fiction chinoise. Formellement, on est très très loin de Star Trek, mais en l'occurrence, la série a une vraie ambition quand même, parce qu'elle est basée sur des romans qui sont très denses, très intenses. Et du coup, la série, quand même, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle est chinoise et parce qu'elle pour le coup, elle a vraiment une substance, quoi. Elle a vraiment quelque chose à dire, à faire. C'est très exigeant, c'est très scientifique, c'est de la hard SF. Mais donc voilà, c'est un challenge. On peut regarder ça sur YouTube. Je crois que c'est les 2 premiers épisodes qui sont gratuits, donc j'invite les auditeurs et auditrices à essayer le premier épisode gratuitement sur la chaîne YouTube de Tencent et voir un peu ce que donne une série de SF chinoise. Ça change un petit peu. Et pour ce qui est des romans, en ce moment, je suis en train de lire, j'ai acheté ça comme ça un peu au hasard l'autre jour, Enquête d'un détective à vapeur, recueil de nouvelles. J'aime bien le steampunk, et c'est une sorte de Sherlock Holmes anglo-russe steampunk, et franchement, c'est sympa, je recommande. C'était vraiment un achat un peu impulsif comme ça au hasard, j'en avais pas entendu parler. C'est des nouvelles Olav et Viat Kulikov, c'est des auteurs francophones apparemment, bordelais je crois, si je me rappelle bien de la 4e de couverture, je connaissais pas du tout, et c'est vraiment chouette.
Et bien sur ces bonnes paroles, on va se quitter ici. Alors merci à toutes et tous de nous avoir suivis et merci de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. Program complete.